La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Amis du café, amis de la Palestine, amis d'Israël de gauche. Ce matin, je me suis réveillé en entendant cette information sidérante de Donald Trump, accrochez-vous, qui a proposé à Netanyahou, au mépris de toutes les conventions, au mépris de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de transformer la bande de Gaza en Riviera, en Côte d'Azur du Proche-Orient. Netanyahou et Trump ont fait une conférence de presse à Washington dans laquelle Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient raser Gaza, s'occuper des bombes qui n'auraient pas explosé, de les désamorcer, de terrasser une partie de la bande de Gaza et d'en faire un lieu touristique, une riviera, la Riviera. Il a cité la Côte d'Azur, il a cité, voilà, c'est son modèle. C'est donc le modèle de quelqu'un qui mélange tout. Voilà, merci, excusez-moi pour le son. Attendez, je regarde si... ouais. Quand vous voulez et pouvez. Voilà, là j'écris à Rami. Donc Rami Abou-Jamous, double lauréat du prix Bayeux pour son magnifique et terrifiant journal de bord, le journal de bord à Gaza. Rami était venu nous parler du recueil sous forme de livres publiés conjointement par les amis de Libertalia et d'Orient 21. C'était au mois de décembre. Depuis, Rami continue son journal de bord sur le site d'Orient 21, que je vous conseille fortement de lire. Ça, c'est autre chose que toutes les conneries qu'on peut entendre ici ou là, ou les polémiques débiles et indignes de la situation qu'on peut entendre ici ou là. Et donc pour la petite histoire, depuis la trêve, des choses se sont, si j'en crois les écrits de Rami, se sont nettement améliorés. Les épiceries sont à nouveau fournies. Le prix des denrées a baissé. Il n'a pas retrouvé celui d'avant la guerre, mais ça a quand même baissé. Beaucoup de gens autour de Rami et de sa famille sont partis retrouver leur maison à Gazaville, en tout cas dans le nord de la bande de Gaza. Rami, lui, a fait le choix avec sa famille de rester là où il est, enfin le choix. Et donc l'idée c'était d'attendre en fait que les choses se soient un peu apaisées pour inviter Rami à nous parler à nouveau, à nous témoigner de ce qui est en train de se passer pour lui, pour sa famille, pour son fils. Et quand la trêve a été signée, je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant de le recontacter pour avoir un peu de ses nouvelles, qu'il nous raconte ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que la trêve, qu'est-ce que c'est qu'un cessez-le-feu, qu'est-ce que c'est que ce qui se passe juste avant un cessez-le-feu, quand les bombardements redoublent, parce que les belligérants, en l'espèce l'armée israélienne, essaie de multiplier les victoires, les prises, avant le cessez-le-feu. Et donc en fait avant le cessez-le-feu, c'est un moment de drame et de dramatisation absolue, quelle que soit la guerre, puisque les affrontements redoublent avant le cessez-le-feu. Et donc je m'étais dit, on va attendre un petit peu, et puis on va demander à Rami de nous rejoindre.
Et normalement, il est en route. Il est en route pour la maison de la presse qu'il tient. La maison de la presse étant une, une petite officine, un petit bureau pour les journalistes à l'époque qui étaient là. Rami a été longtemps fixeur pour un grand nombre de journalistes occidentaux et notamment français. Et puis, bah, par la force des choses, il est devenu à son tour, et alors admirablement, journaliste, correspondant de guerre, avec son journal de bord, le journal de bord à Gaza, qui est publié par les Amis d'Orient 21. Vous le savez, il y a aussi un problème de nuage pour Rami. Ça nous était arrivé en direct, c'est-à-dire que pour que Rami puisse se connecter au net, il a besoin que les panneaux solaires de la maison de la presse qu'il dirige puissent être alimentés par le soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, s'il y a des nuages, eh bien la connexion se coupe. Alors c'est peut-être ce qui est en train d'arriver, c'est pas grave, on est bien, nous, quelle que soit notre situation par rapport à ce que lui vit. Je pense qu'on peut patienter, voilà. Et je suis sûr qu'il est le premier à être désolé de ce qui se passe. Je vais vous dire le petit texte d'introduction que j'avais prévu, comme ça, ce sera fait, si jamais il arrive. Rami Abou Jamous en direct de Gaza, Palestine. Et maintenant, on s'était parlé il y a un peu plus de 2 mois, le journaliste Rami Abou Jamous, double lauréat du prix Bayeux pour son journal de bord publié par Orient 21 et Libertalia, avait témoigné de l'enfer à Gaza, les bombes, les drones, la faim qui manque, le tabac hors de prix, les mensonges et les histoires qu'il faut raconter aux enfants pour qu'ils puissent rester des enfants. De sa vie avec sa femme Saba, les enfants de celle-ci, de leur fils Walid, 2 ans et demi. Aujourd'hui, Rami envisage de rentrer chez lui à Gaza. On attend. En direct ce matin, il sera avec nous pour évoquer la trêve, la panique juste avant le cessez-le-feu, les otages. Alors j'avais écrit la fin de l'aide humanitaire américaine. Donc là, on va le transformer en la sidération devant le plan Trump et tout le reste. Merci à toutes, merci à tous de le rejoindre, de nous rejoindre. Et regardez qui est là. Bonjour Rami. Bonjour David. Tu es là et il y a le son. Rami, peux-tu nous dire d'où tu parles à l'heure qu'il est? Là, je parle de la ville de Deir el-Balah. Je suis dans la maison de la presse. Il y a un peu de soleil, donc il y a Internet et l'électricité. Aujourd'hui, d'après la météo, il va pleuvoir des cordes et les températures ne sont pas très bonnes. Donc j'espère que la connexion il y aura toujours du soleil pour que la connexion sera bonne pour continuer à discuter avec vous. Merci beaucoup Rami. Tu n'as pas le retour à l'écran, tu ne rates rien en ne me voyant pas, ça c'est pas grave. Et je vais évidemment te Je rate remonter. beaucoup de choses. Et je vais te remonter évidemment les questions du chat. Tout le monde est revenu. Kaof te dit heureuse de vous entendre à nouveau. Un grand bonjour Rami, te dit Petite Plantation. Bonjour Rami, te dit Florent. Bonjour Rami. Comment on prononce ton nom d'ailleurs? Parce que moi je le prononce vraiment à la française, sans rien, sans accentuer quoi que ce soit. C'est quoi la vraie prononciation? Rami. Comment? Rami, il faut rouler le R. Rami. Non. Hum. Bon. Mais c'est mignon avec Rami, c'est mignon. J'ai l'habitude d'entendre toujours mon nom avec mon prénom avec Rami, c'est mignon aussi. C'est mignon aussi, bon, c'est essentiel. Mon cher Rami, j'ai lu ton journal de bord que tu tiens toujours. Je rappelle que tu es journaliste palestinien, tu es à la Maison de la Presse, c'est-à-dire un local pour les journalistes. Tu as été longtemps ce qu'on appelle fixeur pour des journalistes occidentaux, notamment français. Et puis la guerre a fait que tu t'es transformé en journaliste à part entière. Et de quelle manière? Ton journal de bord à Gaza a été publié en livre par Libertalia et Orient 21. Et sur le site d'Orient 21, tu écris très régulièrement, toutes les semaines, un billet pour nous tenir au courant. On va évidemment parler du plan Trump dans quelques instants, mais d'abord, on prend des nouvelles de ton fils, de Walid, de ta femme qui est enceinte, si j'ai bien compris. Voilà, vous en êtes où? Vous n'êtes pas parti à Gazaville.
Est-ce que tu peux nous Oui, dire un petit peu? oui, après le cessez-le-feu, on pouvait, pour ceux qui connaissent pas trop ce qui se passe, mais on peut rentrer chez nous, c'est-à-dire les déplacés comme moi, les 1,6 million de personnes, ils pouvaient se déplacer vers le nord par 2 façons. La première, c'est à pied, dans ce qu'on appelle la route côtière, et en voiture avec la fouille de présence de 2 compagnies américaines et une commission qataro-égyptienne pour la fouille et on peut retourner au nord. Donc, il y en a beaucoup, presque la majorité des gens, ils sont partis pour retrouver chez eux. Quand j'ai dit chez eux, c'est retrouver les décombres parce que malheureusement, 80 à 85% des habitations de Gaza a été détruites. Donc, il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont rentrés, ils ont trouvé que des ruines, et que des décombres de chez eux. Il y en a même qui n'ont pas reconnu chez eux. Et moi, j'ai pris la décision avec Sabah parce que Sabah, on entre un peu dans le compte à rebours pour l'accouchement. Normalement, elle entre dans le même mois, mi-février. Chez moi, l'immeuble où je suis, il est toujours debout. Il a été bombardé, le 10e étage juste au-dessus de moi. Moi, je suis au 9e. Le 12e étage, le 13e étage. Et à cause de ces bombardements-là, il y a plus de citernes d'eau sur le toit. Et donc, on a un vrai problème d'eau parce que c'est vrai que nous, on a déjà un puits, donc on peut pomper l'eau si on a un peu de fuel qui entre pour les groupes électrogènes pour pomper d'eau, mais malheureusement, on peut pas pomper parce qu'il n'y a pas de citerne pour les pomper. Et donc, on a un vrai problème d'eau, plus le problème d'électricité, plus le problème de la reconstruction. Donc, j'ai pris la décision avec Sabah de dire on va rester un peu sur Deir el-Balah. L'essentiel que la guerre, ça s'est arrêté. On n'est pas pressé pour la non-vie parce qu'on était dans la période de la mort et là on est dans la non-vie et on va avoir beaucoup de problèmes. Donc là je me suis dit puisque on est dans une tente depuis presque un an, donc ce sera un an plus 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas grave. L'essentiel que la machine de guerre, la machine de guerre ça s'est arrêté et puis on verra comment on va rentrer au nord quand tout sera réglé, surtout l'eau parce que sans eau on peut pas vivre et c'est pour ça que la majorité des gens ils sont partis précipitamment parce qu'ils voulaient justement trouver un endroit à côté des sources d'eau ou bien des stations de purification. Comme ils ont fait une même stratégie ou même système quand nous on est parti du nord vers le sud, c'est trouver toujours un endroit pour loger. Le problème que les gens ils ont eu, c'est que les 1,6 million de personnes, quand ils sont allés au sud, il y avait quelques grandes surfaces vides au sud. Il y avait Al-Mawasi, il y avait à Khan Younis, il y avait au bord de la mer, il y avait à Rafah, à Deir el-Balah. C'est pas du tout le cas à Gaza. Gaza, c'était déjà surpeuplé, le nord aussi. Donc maintenant, les gens, ils vont rentrer chez eux, il n'y a plus de chez eux. Et il n'y a pas d'endroit pour faire des camps comme on a fait ici, des camps de fortune, parce qu'il y a pas de place, il n'y a pas d'endroit. Et c'est pour ça que les gens, ils sont partis parce que les premiers arrivés, ce sont les premiers servis. Donc, ils veulent trouver un bout de terrain pour mettre leur tente ou ce qui reste de leur tente, parce que malheureusement, leur tente a été utilisée et pour la énième fois, montée et démontée à force de se déplacer plusieurs fois pendant ces 15 mois. Et malheureusement, d'après l'accord, il fallait faire entrer des aides humanitaires et surtout d'aide pour les habitations secours, c'est-à-dire des caravanes, des tentes pour que les gens puissent être un peu avoir un abri. Surtout, on est toujours dans l'hiver, il fait froid, il pleut. Et même malheureusement, tout ça n'était pas encore fait. Tout ce qui est passé pour le moment, c'est de la nourriture. Et la moitié des camions qui passent, euh, ils sont dans le secteur privé, donc ils ont fait passer des chocolats, des biscuits, des jus, qui n'ont à voir avec vraiment les piliers de vie qu'on a besoin. Moi, par exemple, chez moi, dans notre appart, à cause du bombardement, les fenêtres ils sont sautées, donc il y a plus de verre pour faire des fenêtres, il y a plus d'aluminium. Et ce qu'on a fait un peu système D, on a couvert. Mes amis ils l'ont fait, je les remercie. Et ils ont mis du plastique, du nylon pour fermer les fenêtres pour qu'il y aura pas de l'eau qui peut rentrer pendant la pluie ou bien du vent et pour préserver un peu l'appart. Mais malheureusement, on ne trouve pas souvent ce truc de plastique ou bien ce nylon. Donc les gens, ils sont vraiment, ils ont commencé avec la période de la non-vie. Euh, c'est pas la mort, mais c'est la non-vie où il n'y a pas de pilier de vie. Et, et tout a été détruit.
l'infrastructure, les canalisations, de l'eau. Quand je parle de l'eau en général, je ne parle pas que de l'eau potable, parce que l'eau potable, c'est déjà rare, mais de l'eau en général, les canalisations d'eau ont été bombardées, quelques stations de purification de l'eau ont été bombardées aussi, l'infrastructure, les rues. Il n'y a plus d'écoles, jardins d'enfants, universités, il n'y a plus rien. Donc les enfants, ils sont dans la rue. Et les quelques écoles qui étaient toujours intactes ou bien qui sont un peu debout, partiellement touchées, maintenant ils abritent des déplacés parce qu'il n'y a pas endroit où y aller. Donc vraiment, là, on commence dans la non-vie. C'est très dur quand on vit dans la non-vie. Mais on a résisté à la machine de guerre, on va résister à la non-vie et on va créer la vie petit à petit. Mais il faut beaucoup de temps et surtout la clé de la reconstruction sont dans les mains des Israéliens et on trouvera toujours des solutions pour s'adapter et surtout pour rester sur notre terre. Pour qu'on soit. Non, non, tout va bien, on t'entend très bien, c'est parfait. On te voit, on t'entend et on t'écoute et le chat t'envoie beaucoup de force à toi et au tien. Juste pour bien préciser, toi tu vis toujours dans ce que tu appelais ta villa, dans ta tente. Toi tu n'as pas bougé et quand tu parles de ton appartement, c'est celui de la ville de Gazaville. C'est ça, hein? Quand tu parles, tout a été détruit. 80% des habitations, tu parles de Gazaville ou de la bande de Gaza? Je parle de la bande de Gaza. Mais la population, c'est-à-dire la plus grande densité populaire, c'est à Gazaville, au nord de la bande de Gaza. Au sud, c'est un peu où il y avait des terres d'agriculteurs ou bien d'agricoles, donc un peu d'espace et surtout on avait une autonomie aussi au niveau de légumes. Et maintenant, malheureusement, même cette terre agricole a été détruite. Cette terre-là a été soit accueillir des déplacés, soit ils étaient détruits directement, surtout à l'est de la rue Salah ad-Din, où c'est vraiment les terres fertiles qu'on a, où il y avait beaucoup d'eau et beaucoup de terres fertiles, ça a été terrassé par les Israéliens. Donc maintenant, on a autonomie de rien du tout, on est dépendant d'aide humanitaire. Et quand je parle de toute la population de Gaza, du nord au sud. On est tous dépendants d'aide humanitaire et surtout d'aide alimentaire. C'est vrai qu'il y a le secteur privé qui fait passer des fruits, des légumes maintenant, un peu de poulet, mais les gens, ils ont plus le pouvoir d'achat, surtout pour tout ce qui est poulet ou bien viande, du bœuf. Il n'y a que du surgelé ou bien du congelé. Il n'y a pas d'électricité, donc ce sont dans des conditions un peu pas très saines pour consommer, mais on n'a pas le choix. Si quelqu'un il a de l'argent, il profite parce que ça fait 15 mois un peu moins que 15 mois qu'on est privé de tout ça. Mais malheureusement, la majorité de la population de Gaza sont devenus pauvres et ils sont dépendants à 100% d'aide humanitaire. Et l'aide humanitaire est toujours dans les mains des Israéliens. C'est toujours de compte à gouttes. On parle de 600 camions par jour, c'est-à-dire 300 au sud et 300 au nord. Parmi ces 300 camions, la moitié, c'est le secteur privé, donc il faut payer pour acheter. Et l'autre moitié, c'est bien parce qu'on n'est plus dans la famine, surtout au nord, mais c'est pas du tout suffisant pour les besoins qu'on a et surtout pour les besoins de survie, pas que pour manger et boire, mais aussi d'avoir un abri, surtout pendant l'hiver. Rascal te demande dans le chat, secteur privé, est-ce que ça veut dire qu'il faut payer? Est-ce que ça veut dire qu'il faut payer pour avoir l'aide humanitaire? Ou est-ce qu'en fait, ce sont des épiceries et puis il faut payer à prix élevé les denrées? Oui, quand je parle de secteur privé, je parle de commerçants palestiniens qui font de l'importation, c'est-à-dire il faut payer, on les trouve dans les épiceries, dans le marché, c'est des produits qu'il faut payer pour ça. L'aide humanitaire, normalement, on ne paye pas, c'est distribué par les ONG, que ce soit internationales ou bien locales, mais là, le secteur privé, c'est payé. Et c'est pour ça que là, on a vu une vraie baisse de prix, mais même avec les baisses de prix, les gens, ils n'arrivent pas à acheter parce qu'il n'y a pas de travail. Si je dis que 80 à 85% de la population, des habitations de Gaza a été détruite, je parle aussi de business. Les gens qui avaient des business, des ateliers, des usines, des entrepôts, ils ont tout perdu. Donc tout le manœuvre ou bien la main-d'œuvre qui travaillait dans ces business-là, ils ne travaillent plus.
Et maintenant, il y a que les fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui touchent toujours leur salaire à 70%, mais c'est déjà bien. Mais à part ça, tous les autres, on parle d'ouvriers, agriculteurs, même ceux qui avaient des business privés, parce que tout a été détruit. Il y a juste quelques commerçants qui font de l'importation. Ils sont choisis par les Israéliens. On parle de 10 à 11 commerçants c'est à eux seuls qu'ils ont ce monopole d'importer. Mais tout le reste, malheureusement, ils ont perdu leur business. Donc, c'est pour ça que même si les produits ou bien les prix ont baissé, mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde et les gens, ils ont plus d'argent. Celui qui avait de l'argent à côté, il a tout dépensé pendant les 15 mois. Celui qui avait un travail, il a plus de travail. Celui qui avait un business, il a perdu son business. Et c'est pour ça que toute la population de Gaza dépend d'aide humanitaire. Et maintenant, c'est l'arme des Israéliens, c'est l'arme d'aide humanitaire. On a fini avec l'arme de la bombe, la destruction totale de l'arsenal. Maintenant, on a fini avec l'arme de la famine. Mais là, on est dans l'arme de l'aide humanitaire parce qu'ils savent très bien que toute la population de Gaza, c'est-à-dire tous les survivants de ce génocide, dépendent d'aide humanitaire et on parle à peu près de 2 millions de personnes qui ils peuvent rien faire que avoir de l'aide humanitaire pour vivre. Et là, l'aide humanitaire alimentaire, mais aussi l'aide humanitaire d'hébergement parce que la majorité des gens ils sont dans la rue malheureusement. Je peux pas vous décrire l'image, même si vous voyez des images, vous voyez des images des gens qui sont sur le décombre et comment ils vivent dans des conditions très dures, c'est pas comme si vous êtes sur place. Il y a beaucoup de détails que, par exemple, moi j'ai des amis qui sont partis au nord, ils habitent à Tal el-Zaatar, ils me disent, Rami, pour charger mon téléphone portable, je fais un trajet de Tal el-Zaatar jusqu'à Sheikh Radouane, c'est-à-dire à peu près 5 kilomètres, et puis il n'y a pas de moyen de transport parce que la route a été cassée par l'armée israélienne, donc soit il y a des charrettes, soit à pied pour charger son téléphone. Et pareil, pour trouver à manger, pareil, il faut faire des kilomètres pour trouver à manger ou bien pour acheter à manger. Et il y a des gens qui passent la journée sous leur décombre et la nuit, ils essayent d'aller de squatter à droite et à gauche chez des amis pour ne pas passer 24 heures sur 24 chez eux. Et pareil, au nord, il m'a dit, mais il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de toilette. Il dit, même si on veut creuser un système D comme on a fait au sud, des toilettes et faire un seau et creuser un trou pour faire la toilette, mais il n'y a pas d'eau pour le nettoyage, il n'y a pas d'eau pour l'utiliser et c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et les Israéliens au nord et dans la ville de Gaza, même au sud, ils ont détruit la majorité des nappes d'eau ou bien des nappes de pompe d'eau qui pompent l'eau de ce qu'on appelle du municipalité sur toute la bande de Gaza, mais surtout à Gazaville au nord. C'est pareil à Rafah. Rafah, c'est une ville maintenant, il n'y a plus rien à Rafah. 95% des habitations à Rafah a été détruite. Et pareil, les gens aujourd'hui, ils ont du mal déjà à arriver chez eux parce qu'il y a une partie de Rafah qui est toujours occupée, on ne peut pas se rapprocher. Si on se rapproche, il n'y a pas de sommation ou bien des tirs, on tire tout de suite sur la personne. Ce matin, il y a eu un garçon qui a été tué parce qu'il s'est rapproché de ce qu'on appelle le rond-point Ronda. Il n'y a pas de limite visuelle, c'est-à-dire il n'y a pas des barbelés pour dire il faut pas se rapprocher. Une fois tu te rapproches d'un truc, il te tire dessus parce qu'on te dit voilà, t'es rapproché de l'armée israélienne, donc on te tire dessus, il n'y a pas de sommation. Et c'est ça le problème, c'est que même au nord, pareil, le nord, il y a toujours ce buffer zone qui maintenant, avant, il était 500 mètres avant la guerre, 300 mètres. Aujourd'hui, on parle de 1 ou bien 1,5 km, 1,5 km de largeur où c'est no man's land plus la destruction et tu peux pas se rapprocher. Par exemple, moi, la famille de mon épouse, Sabah, ils habitent dans le quartier Shajaïa. Déjà, leur maison a été détruite comme tout le quartier, mais même la famille de Sabah, quand ils sont rentrés au nord, ils pouvaient même pas arriver à leur décombres. Donc, c'est toujours une zone où c'est interdit. Si on se rapproche juste quelques mètres et là, ils commencent les tirs ou bien avec les quadcopters, ils lancent des bombes. Et donc, c'est même pas, on n'a pas le sentiment de rentrer chez soi parce qu'on ne peut pas arriver à chez soi. Et c'est ça ce qui est grave, c'est que maintenant, je répète à chaque fois on est vraiment dans la non-vie parce qu'il n'y a pas de pilier de vie. On trouve à manger dans le marché, on trouve à boire dans le marché, mais on n'a pas la possibilité d'acheter parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat et il n'y a plus de travail. Et surtout, on ne trouve pas un endroit où dormir.
la majorité, ils ont démonté leur tente, ils ont mis à droite et à gauche, mais on ne peut pas faire comme ici, des comptes de fortune collés les unes des autres, les uns des autres, ou bien les tentes collées les unes des autres, ça ne se trouve pas. Et c'est pour ça il y a des gens qui réfléchissent ou bien qui pensent de revenir au sud parce que le nord, ou bien diviser la famille en deux. Il y a ceux qui restent au sud, c'est-à-dire les enfants, les femmes qui ne peuvent pas soutenir la vie dure, et les mecs et les hommes, ils restent dans le nord parce qu'ils peuvent supporter un peu cette vie dure. Quoique la vie au sud aussi, c'est une vie dure. Vivre sous une tente dans des camps de fortune, tout ça, pour nous, c'était vraiment catastrophique. Hmm. C'est des conditions de vie très, très, très dures. Mais même, on est dans des conditions de vie très, très, très dures, alors que maintenant, on est dans la non-vie. Donc, même ces conditions de vie, on ne les trouve pas. Il y a aussi dans ton journal de bord, on t'écoute, j'allais dire religieusement, hein, je te laisse parler parce qu'on a besoin de t'entendre, voilà, et que peut-être toi tu as besoin de parler, mais nous on a vraiment besoin de t'entendre et de nous informer, donc il n'y a aucun problème. Je lisais dans ton journal de bord que même ceux qui ont de l'argent n'ont pas les billets, c'est-à-dire que les billets de banque manquent pour acheter. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça bouleverse les échanges, tout simplement? Oui, malheureusement, toutes les banques sont fermées et du coup, il n'y a plus de cash. Avant, on pouvait retirer de cash, que ce soit de la banque ou bien de ATM machine, là, les distributions de billets et tout. Là, ça, depuis presque un an, parce que c'était, ou bien 12 mois, c'était juste les 2 premiers mois quand ça a continué les banques. Donc, depuis un an presque, il y a plus de liquide, on ne peut pas retirer. Et c'est pour ça qu'on a trouvé des gens qui profitent de ça. C'est-à-dire pour avoir de liquide. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas avoir retiré de l'argent de la banque. Il y a des commerçants qui font de l'importation. Ils mettent leur marchandises dans le marché. Les gens, ils payent avec le liquide parce que il faut payer en cash. Cet argent-là, liquide, ils peuvent pas le retourner à la banque parce qu'à la banque, c'est fermé, les banques. Donc, ils revendent cet argent-là. C'est-à-dire, moi, je veux retirer 1000 euros, on va parler de 1000 euros, et le mec me dit, OK, je te donne 1000 euros, tu me fais un transfert dans ma banque mon compte vers son compte de 1000 euros, mais lui, il va me donner 700 euros à la place. Donc, il déduit 30% de commission, lui, il appelle ça commission, et comme ça, lui, il a l'argent dans son compte banque, c'est qu'il revient dans son banque, dans sa banque, pardon, et il peut faire un transfert de son compte vers le compte du banque israélien ou bien de celui où il importe la produit. Et du coup, il gagne l'argent qui gagne de sa marchandise et l'argent qui ne peut pas le mettre dans la banque, il gagne aussi 30%. Et c'est ça le problème, c'est que la majorité des gens, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir 30% de commission déjà, et en même temps, ils n'ont pas de l'argent dans leur banque. Donc, pour avoir du cash, ça devient un vrai problème, un grand problème pour avoir du cash. Aujourd'hui, maintenant, avec un peu l'entrée d'aide du secteur privé dans les épiceries, des produits, des épiceries, maintenant, on peut payer avec la carte de crédit ou bien un transfert d'un compte à un autre, mais il faut toujours du cash parce qu'il faut monter, par exemple, dans la bétaillère, il faut monter dans les charrettes, il faut payer ces gens-là. Parfois, on ne trouve pas tout dans l'épicerie, il faut acheter d'autres marchands. Et dans l'autre marchand, il faut payer cash. Et ça devient un vrai problème parce que avant, il n'y avait pas d'économie à Gaza, mais il y avait un peu un cercle commercial. Aujourd'hui, il n'y a plus de cercle commercial. Il y en a malheureusement des profiteurs, ce sont des Palestiniens gazaouis qui profitent de cette situation et qui, au lieu de faciliter un peu la vie pour les Gazaouis, ils font au contraire, ils gagnent beaucoup d'argent sur la souffrance des gens et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de cash. Pour le moment, après le, le cessez-le-feu, les banques, ils ont réouvert leurs portes, mais ils ne distribuent pas de billets. Juste pour des formalités, des papiers et tout ça, mais pas distribution de billets parce qu'il y a pas de cash déjà dans la banque elle-même et en même temps parce qu'ils ont peur que ça reprend à n'importe quel moment et ils ont peur de mettre des cash dans les banques alors que ça peut être pillé ou bien volé ou même bombardé par l'armée israélienne.
Tu parlais à l'instant des charrettes. Ces charrettes, elles vous servent de, on va dire, de bus. L'équivalent, ce serait ça. Sauf que ce que tu racontes, c'est que ces charrettes sont parties dans le nord. Et donc, pour ceux du sud ou du centre de la bande de Gaza, eh bien, vous n'avez plus trop de moyens de locomotion. Comment tu es venu de chez toi à la maison de la presse pour venir nous parler ce matin? Comment ça s'est passé? Ça a mis combien de temps pour faire combien de kilomètres? Aujourd'hui, malheureusement, c'est à pied, mais avant, je fais quelques kilomètres et après, je trouve une petite voiture ou bien une charrette qui fait l'autre moitié de la route. Malheureusement, ces charrettes-là et ces bétaillères, c'est un peu le nouveau business qui a été créé avec les déplacés parce qu'il faut avoir un revenu. Donc, du coup, chacun, il avait une petite voiture ou bien une voiture, une ancienne voiture qui travaille, qui fonctionne sur l'huile végétale ou bien sur le gaz de cuisine parce que le carburant, c'est interdit. Donc, ils font toujours ce système D. Et pour ça devient un peu rentable. Ils mettent derrière une bétaillère ou une charrette, ou ils tirent une charrette, ou bien c'est une charrette tirée par des animaux, et ils mettent des centaines de personnes pour que toujours ça reste un peu rentable pour lui, pour gagner de l'argent. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont tous partis, presque tous partis au nord. Il reste quelques-uns, mais c'est pas comme avant. Avant, on trouvait, la majorité des gens, ils ont fait ce business parce qu'ils voulaient gagner de l'argent, donc on trouvait ces moyens de transport. Aujourd'hui, malheureusement, c'est de moins en moins. Et moi, par exemple, je suis sur la zone côtière, et dans la zone côtière, ça devient vide. Et normalement, c'est la normale. Mais pour nous, la normale devient étrange ou bizarre, parce que là, on voit vraiment la mer. Si on marche un peu sur la route côtière, on peut voir le coucher de soleil, on respire l'eau, le vent, le brise de la mer, le sea breeze, et ça devient quelque chose de calme, ça devient quelque chose d'étrange. Sabah, à la dernière fois, elle me dit, je sens que je suis dans le désert parce qu'il n'y a plus personne autour de nous. Elle commence à avoir un peu peur. Elle me dit, voilà, si je vais accoucher à n'importe quel moment, il n'y a plus rien à côté de nous, il n'y a pas de moyen de transport. Et c'est pour ça, là, je suis en train de chercher à louer une voiture pour que on peut se déplacer avec cette voiture-là et on peut se débrouiller un peu avec le carburant. Mais c'est quelque chose d'agréable. Ce qui reste dans cette zone-là, c'est des chalets qui existaient. C'est des villas avec des piscines que les gens ils faisaient pour comment dire, pour profiter avec toute intimité et une vie privée dans ce genre de chalets. Pendant la guerre, ces chalets c'était plutôt des guest house ou bien des locaux pour les ONG internationales. Aujourd'hui, il reste toujours ces gens-là qui sont là parce qu'ils ne sont pas tous déménagés vers le nord, mais tout l'entourage qui était là, les bâches, les grandes fortunes, 90%, 80%, ils sont partis, donc c'est un peu le désert. Au contraire, on est revenu à la normale, mais justement, on a peur de la normale qui était avant quelque chose d'agréable. Euh, Walid, ton fils, il a quel âge maintenant? 3 ans? 2 ans et demi toujours? 3 ans et demi. 3 ans et demi, pardon, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Au Euh, début de la guerre, il avait 2 ans, et là, ça fait 1 an et demi, donc on est à 3 ans et demi. on est à 3 ans et demi. Tu nous avais dit il y a 2 mois il rêvait de poulet, que tu achetais parfois Oui. du poulet de mauvaise qualité, et là, il se gave de quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben maintenant, il y a avec le secteur privé qui entre et on a trouvé du poulet. Bien sûr, c'est du poulet congelé qui vient de l'Égypte, donc les moyens de transport décongelés, congelés, ça reste beaucoup de temps devant les frontières pour aller à Kerem Shalom et puis revenir à Rafah et rentrer par Rafah. Je sais très bien que c'est pas de la bonne qualité, mais depuis il y a eu le poulet, tous les jours, on mange que du poulet, tous les jours. C'est pour Walid et pour Sabah. Parce que Sabah, elle est enceinte et malheureusement, elle n'a pas eu de nutrition saine pour cette période de grossesse. Mais là, depuis qu'il y a eu le poulet, j'arrête pas d'amener tous les jours des poulets. On trouve aussi, puisqu'il y a du poulet, on trouve de shawarma. Et maintenant, Walid devient un peu adepte au shawarma. Tous les jours, il m'a dit, papa, je veux de shawarma, je veux de shawarma. C'est cher, c'est toujours cher, mais je ne peux pas me permettre de ne pas lui donner ce plaisir. Déjà, je me rappelle très bien pendant la guerre, quand il m'a dit, Baba Jaja, et c'est quelqu'un qui m'a brisé le cœur ou bien qui a mis un couteau dans mon cœur parce que je ne pouvais pas amener un truc simple, un peu de poulet pour mon fils, alors que c'est vraiment dans le monde entier, c'est rien du tout.
Et moi, je pouvais pas lui faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, comment dire, je rentabilise un peu et je compenser un peu cette période de non rien, où on n'a rien mangé. Et aussi, il y a des sucreries maintenant, on trouve des chocolats. Je me rappelle très bien quand une amie de la France nous a envoyé une tablette de chocolat pour Walid. Il s'est régalé quand il a vu le Père Noël, c'est le plus grand cadeau du monde. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de lui amener du chocolat. Tous les jours du chocolat et je ne l'interdis pas. Tu manges comme tu veux, papa, c'est pas interdit. Et il se régale parce qu'à chaque fois, il y a des chocolats. Et j'ai toujours les larmes aux yeux quand je le vois ça. Et comme on dit, pour un enfant, le truc le plus banal du monde, avoir un peu de chocolat ou bien de bonbons pour un enfant, ça devient un rêve pour lui. Et c'est pour ça que je ne le prive pas. Il dit, tu manges ce que tu veux. J'amène deux chocolats, j'amène deux poulets tous les jours. Et tu dis, tu fais ce que tu veux. Et moi, je fais partie des gens qui sont chanceux parce que je travaille, je gagne un peu d'argent, je peux me permettre de faire tout ça. Mais il y en a d'autres, malheureusement, ils n'ont pas cette chance-là. Ils n'ont pas d'argent pour donner. Ils voient dans les épiceries qu'il y a des chocolats, il y a des jus, mais ils n'arrivent pas à acheter ce truc à ses enfants. Alors qu'avant, l'enfant, il voyait rien, donc on peut lui dire qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, l'enfant, il voit, mais malheureusement, son père, il peut pas lui fournir ce petit bout de plaisir d'avoir un petit bout de chocolat ou bien de jus que ça fait 15 mois, il l'a pas vu. Maintenant, il le voit, mais il peut pas l'acheter. C'est ça qui est grave. Et moi, je dis, je suis vraiment très chanceux que je peux donner ce plaisir à mon enfant et à ma famille, mais il y en a d'autres, malheureusement, ils n'ont pas cette chance-là, on peut dire un privilège Vous, vous- d'avoir un peu d'argent pour acheter tout ça et pour faire plaisir à leur enfant. vous avez une expression qui a servi de titre à l'une de tes chroniques j'invite vraiment à lire. Est-ce que le chocolat, c'est une brindille? Oui, malheureusement, oui. On est arrivé à un point où pour trouver un peu de chocolat, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve. Nous, ici, quand il y avait des sucreries, parce qu'à chaque fois, il faut amener quelque chose à Walid pour lui faire plaisir quand je rentre de travail. D'habitude, je lui amène des sucreries système D, fabrication locale. C'est un peu de la cire pour épilation avec un peu de sucre et colorant. Et il voit ça comme c'est un grand truc énorme. Et moi, j'ai toujours les larmes aux yeux quand je lui amène ce petit truc de cire que normalement, ça ne doit pas servir à ce genre de truc, mais au moins, je lui dis, OK, bah, il est satisfait, il est content, déjà bien. Et le jour où il a reçu cette tablette de chocolat, j'avais filmé cette scène-là quand il a vu cette surprise. Et je te dis pas comment ses yeux, ils ont brillé quand il a vu le chocolat. On avait deux tablettes de chocolat. J'en ai caché un pour ses frères parce que je sais que Walid, il va tout avouer. Donc, je cachais un et l'autre, je lui donnais à Walid. Il a mangé d'un seul coup. Il me parle de tablette de chocolat. C'est pas un bar de chocolat ou bien un petit truc. Une tablette de chocolat, il l'a mangé en 5 secondes avec les yeux qui brillent. Et à chaque fois, il dit, Baba, chocolat, chocolat, merci, Baba, merci, mes amis. Parce que lui, il sait très bien que ça vient de la France. Donc, à chaque fois, il dit, mes amis, mes amis. Parce que moi, à chaque fois, je l'amène un truc de la France. Je lui dis, voilà, mes amis, ils t'ont envoyé ça et ça. Et lui, il a pris ça. Il dit, merci, mes amis. Il faisait des bisous devant le téléphone, bien la caméra quand j'ai filmé. Il était très content, il n'a pas arrêté, il a fini tout ça en 5 minutes. Et aujourd'hui, à chaque fois, quand je lui amène de chocolat qui existe déjà, ben, il me dit c'est des amis. Je lui dis oui, c'est mes amis. Parce que pour lui, chocolat, c'est quelque chose qui n'existe pas et ça vient de l'extérieur. Et c'est grâce à mes amis qu'ils mangent ce chocolat. L'expression que vous avez, c'est, comme on dit chez nous, quand on se noie, on s'accroche à une brindille. Quelle serait ta brindille à toi? Euh, Hmm. Moi, déjà, c'était l'arrêt, le cessez-le-feu et surtout, pour moi, c'est euh, continuer à protéger Walid. De... Moi, je remercie Dieu que j'ai presque réussi ma mission pour le moment, que Walid n'a rien senti de la guerre. Tout ce qui s'est passé en temps de guerre, massacre, bombardement, les drones, tout ça, j'ai pu le faire vivre dans un monde parallèle. Et jusqu'à présent, ça a marché très bien. Quoique Walid commence à comprendre un peu, là, il commence à me dire qu'il y a des Israéliens, ça bombarde, et il entend ce qu'il dit les gens autour à droite et à gauche. Avant, c'était que moi, l'interlocuteur. Maintenant, il a beaucoup d'amis, donc il entend à droite et à gauche. Mais je remercie Dieu que cette mission est finie et que Walid n'a rien senti et qu'il n'est pas traumatisé, il n'est pas choqué.
Il n'est pas comme les autres enfants. Moi, je vois les enfants de les enfants de mes amis. Il y en a qui est devenu, plusieurs qui sont devenus des diabètes. Il y en a d'autres qui souffrent de trauma. Il y en a d'autres qui ont toujours peur. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se contrôler quand ils veulent faire pipi, ou bien, je sais pas le terme en français, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes. Il y en a d'autres. Moi, j'ai un ami à moi, quand son fils il entend un bombardement ou bien un F-16, et il commence à se faire des gifles sur son visage, et son visage devient tout rouge. Moi, je me dis, merci Dieu, j'ai pas ça avec Walid. Il n'y a pas de peur, et c'est ça ce que je vais vraiment éviter, que Walid il n'y aura pas peur à Walid, qu'ils ne sentent pas déjà la peur avant qu'on passe au choc ou bien à d'autres maladies. Et pour moi, Brandy, pour moi, c'est vraiment que tout ça, ça s'arrête, et que il y aura une continuation d'ouverture de terminaux pour reconstruire Gaza. Alors justement, on va parler de la reconstruction de Gaza, mais d'abord, il y a le chat qui te pose des questions très matérielles, en fait, hein. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qui arrive, demande Altoz, ce qui arrive à entrer et à sortir, ça vient de quel pays? Les commerçants palestiniens de la bande de Gaza, avec qui ils commercent? Est-ce que c'est avec l'Égypte? Est-ce que c'est avec l'Europe? Avec qui? Est-ce qu'on sait comment les rares denrées arrivent à entrer? À sortir, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, à entrer, il n'y a pas grand-chose non plus, mais comment ça se passe? Il faut expliquer un peu comment on vivait avant pour faire le lien entre l'avant et après. Oui. Avant la guerre, tous les commerçants, ils pouvaient faire du business d'une façon plus ou moins fluide. C'est-à-dire, juste, il faut être commerçant, avoir tous les papiers nécessaires. On s'inscrit au ministère d'économie, à l'autorité palestinienne, et là, tu peux faire de l'importation. L'importation, c'est-à-dire, tu fais rentrer tout dans la bande de Gaza depuis l'extérieur de la bande de Gaza. Mais cette importation, ça doit toujours passer par Israël. Que ce soit tu importes depuis la Chine, il faut que ça arrive à Sderot, à Ashdod, et puis de Ashdod, ça vient à Karim Shalom et ça rentre à Karim Shalom. Tu veux faire par exemple de la Turquie, pareil, tu fais, ça arrive à Ashdod, ou bien par avion, ou bien première destination, c'est Israël, et puis ça rentre par Karim Shalom. Avant Karim Shalom, c'était le seul terminal qui peut faire passer de la marchandise. Et avant la guerre, on était entre 600 à 800 camions par jour, secteur privé. Je ne parle pas d'aide humanitaire ou bien d'aide de l'UNRWA ou bien d'autres agences. C'était vraiment le secteur privé, et voilà, on peut trouver presque tout, sauf tout ce qui est matière de construction, parce que c'était interdit par les Israéliens. Et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Mais ça s'est évolué petit à petit. C'est-à-dire, au début, quand la guerre a commencé, Karim Shalom était fermé. Donc, on faisait rentrer de ce secteur privé de la marchandise qui vient d'Égypte. Ce secteur privé, au début, c'était 5 personnes qui pouvaient faire de l'importation. C'est les Israéliens qui les ont choisis. Ils contactent un commerçant égyptien. Il dit, voilà, j'ai besoin d'un conteneur ou un truc, de combien de palettes de X ou Y. Il lui envoie de l'argent via les banques. Il reçoit la marchandise une fois à Gaza et revend dans leur marché. Et puis, avec le système de 30% de commission, l'argent revient dans son compte de banque pour que les gens aient un peu de cash. Et puis, c'est rebolote. Après, quand l'armée israélienne, ils ont occupé Rafah, le terminal Rafah était coupé. Le nombre de commerçants qui étaient 5 s'est élevé à 11, entre 10 et 11 personnes qui peuvent importer d'Israël. Et c'est ça, c'est vraiment l'ironie de le truc, c'est que les Israéliens nous bombardent et après, ils font bouger leur économie. C'est-à-dire, ils font passer tout ce qui est aide humanitaire, secteur privé, tout ce qui est secteur privé d'Israël. C'est-à-dire, nous, on paye les Israéliens pour qu'ils nous donnent à manger, alors qu'en même temps, ils sont en train de nous bombarder. Après, là, quand il y a eu le cessez-le-feu, le terminal Rafah était parmi les conditions d'accord d'ouvrir le terminal Rafah et faire passer l'aide humanitaire depuis l'Égypte. Bien sûr, on dit depuis l'Égypte, mais ça doit toujours passer par Karim Shalom. Le terminal Rafah égyptien, il prend l'axe de la Philadelphie, il entre à Karim Shalom, ils font l'inspection, ça retourne à Rafah et puis ça entre à Gaza. Donc, c'est toujours la même chose. Donc là, les gens, ou bien ces commerçants-là, ils peuvent importer d'Israël, ils peuvent importer de l'Égypte, ils peuvent importer d'où ils veulent, mais les destinations maintenant, c'est soit ça vient de l'Égypte, soit ça vient d'Israël. Et surtout,
la nature de la marchandise doit avoir un accord d'Israéliens. C'est-à-dire, moi, si je suis parti de ces 11 personnes, je dis aux Israéliens, je vais faire une livraison, par exemple, de tomates. L'Israélien, il dit, OK, vous pouvez passer le tomate. Non, les tomates, c'est interdit. Donc, c'est eux qui décident, c'est toujours la main supérieure pour dire qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui entre pas. Et ces 11 commerçants dont tu dis, ce sont des personnes ou c'est des... J'imagine c'est comme des structures, parce que 11, c'est pas lourd. Le problème, c'est que chez nous, le business, c'est toujours un business familial. Donc, bien sûr, c'est 11 personnes, mais chaque personne, il a Oui, une compagnie. C'est pas une personne qui n'a rien. bien sûr, oui, Il y en oui. a d'autres, avant, étaient des transporteurs, c'est-à-dire ils avaient des camions de transporteurs et pendant la guerre, ils sont devenus commerçants parce que les Israéliens, ils ont décidé ça. Il y en a deux, trois qui, avant, ils n'étaient pas dans le commerce, mais plutôt des transporteurs. C'est eux qui transportent, c'est-à-dire qu'ils ont des camions, de compagnies de camions de transporter de Kerem Shalom vers Gaza. Si, par exemple, moi, j'ai fait une livraison depuis Israël, il y a un chauffeur israélien qui prend la marchandise depuis là où il est, par exemple de Tel Aviv, à Kerem Shalom. Et depuis Kerem Shalom, il y a un camion palestinien, c'est un transporteur palestinien qui prend cette livraison, ou bien cette marchandise, pour l'amener dans mon entrepôt à Gazaville, au nord. Là. Et il y a des gens qui faisaient ce business-là. Maintenant, ils sont devenus malheureusement des millionnaires à cause de ce monopole et ils sont devenus des commerçants alors qu'il y a des vrais commerçants de père en fils qui ont tout ce qu'il faut. Les Israéliens ils ont interdit de faire ce business et ils ont juste choisi ces 10 personnes. Et tout ça, ça fait partie de la stratégie d'Israël d'avoir des nouveaux riches et toujours ce monopole pour que d'une façon ou une autre, on peut avoir comment dire, des nouveaux riches et rendre les riches pauvres et changer tout le tissu social de Gaza et surtout pendant la guerre. Et ils ont réussi à le faire. Et est-ce qu'il y a des révoltes de la population contre ces commerçants, dont certains sont des profiteurs de guerre, ou pas encore, parce que d'abord, il faut se nourrir? Une révolte, non, mais il y a une grande colère. La révolte, pour le moment, les gens, ils sont pas dans l'état Hmm, d'esprit de faire des révoltes ou de bien bouger sûr. quoi que ce soit parce qu'ils sont trop fatigués, épuisés. Mais la colère, oui, ils sont en colère, ils sont furieux depuis la guerre. C'est pas que après la guerre. Parce que pendant la guerre, les prix, ils ont augmenté de 50 fois, voire 100 fois le prix. Et c'est à cause de ces gens-là. Et c'est pour ça que les gens, ils en veulent à ces commerçants, ils en veulent aux Israéliens parce qu'ils ont choisi ces gens-là. Là, ces commerçants, c'est toujours les mêmes qui font de l'importation. Ils ont baissé les prix d'une façon, comment dire, une chute de prix énorme. Donc, ils faisaient vraiment de bénéfices de 1000% et 10 000%. Et c'est pour ça que les gens, ils sont de plus en plus furieux, ils sont en colère contre ces gens-là parce que ils ont bien profité des gens pendant la guerre, alors que normalement, en tant que Palestiniens, il fallait un peu être euh, un peu solidaire entre nous, mais c'était pas le cas. Ils ont bien profité, ils ont fait des millions de dollars pendant la guerre, alors qu'il y en a d'autres qui ont perdu des millions de dollars à cause de la guerre. Question du chat de Panup. Est-ce qu'il y a des ONG israéliennes qui vous aident ou qui souhaiteraient vous aider et qui ne peuvent pas? Je suis sûr qu'il y aura des ONG israéliennes qui vont nous aider parce que la population israélienne, il y a beaucoup de ONG qui veulent toujours nous tenir la main, ils veulent toujours nous aider, mais ils ne peuvent pas le faire parce que les Israéliens les empêchent, les autorités, l'armée et tout ça les empêchent. Mais non, malheureusement, il n'y a pas de ONG israéliennes qui peuvent faire ça. Et je ne crois pas que c'est bien reçu chez nous si on trouve une ONG israélienne, même si il y a une bonne volonté ou bien c'était vraiment une bonne intention d'aider la population, mais c'est pas bien accueilli par la population parce que on est en train d'être bombardé par les Israéliens et en même temps ils sont en train de m'aider et de nous aider. Et il y en a beaucoup des Palestiniens qui font recours à des ONG israéliennes, par exemple, pour avoir un permis, pour partir avant. Il y a B'Tselem, une association très connue qui aide les Palestiniens et qui sont toujours là. Il y a beaucoup d'associations qui vraiment savent qu'on est dans l'injustice et qui essaient de nous aider, même s'ils sont des Israéliens, mais mais il y a d'autres qui ont porté des plaintes dans des tribunaux israéliens et tout. Donc, mais malheureusement, non, il n'y a pas des ONG ici qui peuvent nous aider, soit d'une façon directe ou indirecte, soit que pendant la guerre ou après la guerre. Est-ce que
on peut revenir quelques instants sur ce qui s'est passé avant le dimanche 19 janvier, le moment de la trêve, les quelques jours qui ont précédé, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est un moment où la paix va arriver, mais où la guerre redouble. Oui, mais c'est ça, c'est toujours cette stratégie-là. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent parce qu'il y avait quelques jours. D'habitude, c'est 48 heures ou bien 24 heures pour déclarer un cessez-le-feu. Là, Trump, il a fait la surprise. Il a annoncé une trêve dans 3 jours, 4 jours. Et on savait que dans ces 4 jours, Trump, il a forcé tout le monde à faire la trêve, même les Israéliens, parce que les clients, ils voulaient pas arrêter la guerre. Mais le fait d'annoncer ça, et donc il fallait respecter son discours. Donc tout le monde il voulait respecter Trump, surtout Netanyahou. Et on savait que ça va être le moment le plus difficile pour les gens et l'intensification des bombardements, les pertes humaines, comment dire, les destructions totales. Parce qu'il y a moi, j'ai un ami à moi, par exemple, juste avant de cesser le feu, 3 jours avant de cesser le feu, son bâtiment était toujours debout, son quartier, pas que le bâtiment. Quand il est rentré le premier jour de cesser le feu, il n'y a plus de quartier. Donc, ils ont profité à la dernière minute de tout détruire, surtout au nord, tout détruire pour faire tout le temps cette politique de fait accompli. Ils ont tout détruit, alors que lui, son rêve, c'était le jour où Trump il a annoncé la trêve, son bâtiment était toujours debout. Il était très content qu'il va rentrer chez lui, qu'il va trouver un endroit pour se loger et prendre abriter. Mais malheureusement, quand la guerre s'est finie, et, ses amis ils sont allés sur place, il me dit, lui ont envoyé des vidéos parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas entrer tout de suite au nord. Ils ont envoyé la vidéo et c'était vraiment euh, la catastrophe pour lui parce que c'est juste quelques heures où, entre sa maison qui était toujours debout et détruite. Depuis le cessez-le-feu, il y a eu 4 échanges d'otages, enfin d'otages côté palestinien et de prisonniers côté israélien. Euh, Tu racontes dans ton journal de bord, qui paraît régulièrement sur le site d'Orient 21, qu'il faut soutenir, parce qu'en soutenant Orient 21, bah vous soutenez Rami. Voilà, hein, si vous voulez aider Rami, c'est une façon de saluer son travail, et c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, pour l'estime de soi, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez saluer son travail en donnant à Orient 21. Euh, tu racontes dans ton journal de bord de Gaza, tu racontes une cérémonie justement d'échange de prisonniers de part et d'autre, avec une mise en scène qui m'a assez saisi. Est-ce que tu peux nous en parler? Là, je parle de la deuxième, du deuxième échange avec ces trois ou quatre, je ne sais plus, soldates israéliennes et entourées de soldats du Hamas. Est-ce que tu peux nous raconter cette mise en scène? C'est pas vraiment une mise en scène, mais c'est plutôt le show du Hamas à chaque fois qu'il y a un échange de prisonniers. Déjà, ce qu'ils font le Hamas dans ce jour-là, ou bien quand il y a l'échange des prisonniers, c'est toujours transmettre des messages. Tout ce que vous avez vu, c'était pas pour nous, c'était pas pour les Palestiniens ou pour les Gazaouis, mais c'est plutôt pour Netanyahou, pour l'armée israélienne et pour la population israélienne, parce que tout a été transmis en direct sur la place des otages ou bien des prisonniers à Tel Aviv. Donc, ils font ça très bien au niveau des messages qui sont transmis vis-à-vis de Hamas à Netanyahou. Ils sont très, 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 très forts. Et c'est pour ça que Netanyahou, à chaque fois, il change d'avis parce qu'il est furieux de ce qu'il a reçu comme message. Et le Hamas, ils sont trop forts à jouer sur ce genre de message. Déjà, vous avez vu, il y avait les strates, c'est écrit en hébreu. Il y avait la présence aussi des jeeps dans les mêmes jeeps, ils ont fait le 7 octobre. Donc, ce genre de jeep, c'est un peu le cauchemar pour l'armée israélienne. Ils ont montré ces jeeps-là
ils ont montré un grand nombre de combattants ou bien des militaires, bien avec un uniforme uni, bien repassé, très bien fait, tous bien organisés. Et bien sûr, il y avait aussi quand les trois soldats qui sont sur le strat, il y avait deux à droite et à gauche soldats combattants du Hamas qui avaient l'arme qui s'appelle Tafor. C'est une arme israélienne très connue pour la force spéciale israélienne dans l'armée. Et ça a été confisqué pendant le 7 octobre. Et pareil, c'est-à-dire avant de faire l'échange, ils ont pris, le Hamas ont pris les trois prisonnières et les soldats sur le port de Gaza. Ils ont parlé en arabe, ils ont remercié les Kassables, bien sûr. Tout ce qu'ils disent pendant la détention, on peut pas dire que ils l'ont fait de bonne volonté parce que on est toujours dans une prison. On peut demander aux prisonniers de dire ce qu'on veut. Mais je parle de messages qui a été envoyé après les cadeaux. Il y avait un collier avec la carte de la Palestine. C'est vrai que les Israéliens utilisent aussi parce qu'ils considèrent que c'est Israël, mais là c'est écrit en arabe Palestine. Il y avait aussi un bracelet avec le drapeau palestinien. Ils ont donné un cadeau chacun. Et ils ont signé papier, il faut pas retourner à l'armée israélienne. Donc, il y a beaucoup de messages que le Hamas a envoyés. Et surtout, le grand message, c'est que on est toujours là. Et ils ont fait beaucoup d'échanges dans plusieurs endroits, une fois à Jabalia, une fois dans le centre-ville de Gaza, à Khan Younes, et à chaque fois, ils font là, à Gaza, la fois où on est en train de parler des trois soldats, c'était la place Palestine. C'est symbolique aussi parce que c'est une grande place. Après, il y avait à Jabalia, sous les décombres. Ils ont fait sortir la soldate sous les décombres. Et donc, que des messages pour les Israéliens et ça a rendu la population israélienne furieuse parce qu'ils ont commencé à dire mais qu'est-ce qu'ils faisait l'armée pendant 14 mois? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous avez tué les prisonniers qui étaient chez le Hamas et à la fin, ceux qui ont eu toujours la chance de rester vivants, c'est parce que le Hamas ils ont protégé et parce que vous ne pouvez pas y arriver à ces soldats ou bien à ces prisonniers-là. Et il y a tout l'opinion publique qui a changé en Israël, même ceux qui étaient contre l'arrêt de la guerre et qu'il fallait de continuer jusqu'au bout, quand ils ont vu qu'il y a toujours des soldats vivants et des prisonniers vivants, et ils veulent que ça continue parce qu'ils ont bien compris que 14 mois de guerre, il n'y a que l'accord de cesser le feu où il change des prisonniers, où Netanyahou il a pu faire sortir des prisonniers. Il a fait sortir 3 ou 4 prisonniers vivants, mais le reste étaient tous morts. Et le Hamas, depuis le premier jour, ils l'ont dit, vous n'aurez pas vos prisonniers qu'avec un cessez-le-feu et un échange des prisonniers. Et voilà. Et bien sûr, on parle toujours de ce qu'on appelle les buts déclarés. Parce que ça, les buts déclarés de Netanyahou. Les buts déclarés de Netanyahou, c'était voilà, éradiquer le Hamas, en même temps libérer les prisonniers par la force, vivants. Mais il a échoué. On parle de tout ce qui est déclaré. Bien sûr, les buts non déclarés, on est en train de le voir, c'est rendre Gaza non vivable et expulser ce qui reste de 2,3 millions de personnes qui sont toujours les survivants de ce génocide pour qu'ils partent ailleurs et pour reprendre le territoire. Et voilà, Trump, il continue ce plan non déclaré que maintenant il devient sur la table. Et c'est ça, ce qui est bien chez Trump, c'est qu'il fait rien sous la table. Lui, c'est un peu l'arrogance qui est, voilà, je suis l'homme le plus fort, donc je fais tout sur la table, je fais du business. Et il a parlé clairement des buts non déclarés de cette guerre-là. Alors, Rami, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps ou pas? Si. Oui, ok. On va parler de Trump. Il y a John qui nous dit pardon, mais ces soldats ont été violés. On a des images de Nama Levi, les cuisses ensanglantées. Comment dire qu'elles ont été bien traitées? Bon, voilà, je te transmets ce que le chat dit et le chat me demande de te demander de faire un petit point de vocabulaire. Est-ce que tu dis otage? Est-ce que tu dis prisonnier pour ceux qui sont dans les geôles israéliennes, pour ceux qui sont dans les mains du Hamas? Est-ce que pour toi, il y a une équivalence ou est-ce que tu fais un distinguo, otage d'un côté, prisonnier de l'autre? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Voilà. Non, ça a importance. Pour la première question,
Au début, oui, on a vu comment ils étaient traités, les soldats, comment ils se sont arrêtés et tout. Et après, il y a le Hamas, il y a d'autres groupes qui ont arrêté ces gens-là. Et on voyait très bien qu'ils étaient maltraités. Il y avait une soldate qui était vraiment le sang partout, il l'a tirée par terre, par les cheveux et tout. Mais après, demander à cette même soldate comment elle a été traitée pendant la période de détention ou bien de prison chez le Hamas. Moi, je vais vous demander à elle directement et elle va vous dire que ils étaient bien traités. C'est pas parce que le Hamas, ils sont très bien. Le Hamas, ils disent que notre religion nous demande de bien traiter le prisonnier, surtout le prisonnier de la guerre. Et en même temps, c'est pour eux, c'est un trésor. Si on peut utiliser le terme, un prisonnier vivant pour Netanyahou, ça coûte beaucoup plus cher qu'un prisonnier mort. Et c'est pour ça que Netanyahou, il veut tuer tout le monde. Parce que pour lui, il savait très bien dès le début qu'il ne peut pas les faire sortir tous vivants. Et au contraire, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous pouvez voir les médias israéliens ce qu'ils disent qu'il y a une volonté de la part de l'armée de tuer les soldats ou bien les prisonniers qui étaient chez le Hamas parce que ça coûte moins cher. Et c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez voir les médias israéliens et tout. Après, pour le vocabulaire, oui, si on veut utiliser le vocabulaire prisonnier ou pas, c'est aussi, il faut faire appliquer ce vocabulaire sur les deux côtés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire otage et qu'est-ce que ça veut dire prisonnier? Est-ce que les prisonniers palestiniens qui sont dans les tôles ou bien dans les prisons israéliennes, ce ne sont pas des otages ou pas? Otage, qu'est-ce que ça veut dire? Être kidnappé, sans tribunal, sans passer par un jugement, sans que ce soit quoi que ce soit. Oui, c'est ce que les Israéliens ils le font avec les Palestiniens. Il y a parmi ceux qui ont été libérés, il y a des centaines qui sont dans les prisons sans c'est juste la loi martiale, c'est sans jugement, sans rien du tout. Et là, ce qui se passe entre le Hamas et Israël, c'est la guerre entre les deux. Donc c'est pareil, ce sont des prisonniers que le Hamas ils l'ont pris. Il n'y a pas eu comment dire, de cour ou bien de tribunal ou quoi que ce soit. Ils ont pris, ils ont attaqué la périph', ils ont kidnappé ces gens-là, ils ont pris, ils ont mis dans une prison de Hamas. Et c'est exactement ce qu'ils font les Israéliens. Si nous, on considère que les prisonniers palestiniens qui sont là, dans les prisons israéliennes, ils sont des criminels, ça c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Quelqu'un qui, même les Israéliens eux-mêmes, Haaretz, le média israélien, le journal israélien Haaretz, il a dit, nous, on est des demandeurs de liberté. On n'est pas des criminels. On n'a pas fait un truc contre la loi ou quoi que ce soit. C'est juste, tous ces prisonniers-là, ils voulaient juste l'indépendance de la Palestine, avoir un État palestinien. Et donc, si on veut parler de vocabulaire et tout ça, il faut mettre le truc sur dans les deux camps, que ce soit le camp israélien ou bien le camp palestinien. Ceux qui sont... Pardon? Non, continue, je t'en prie. Oui, donc c'est pour ça que la majorité malheureusement, même dans les médias, tout le monde parle de la libération de cette soldate X ou Y, et ils ont commencé à parler de sa vie, comment elle a vu son père, son mari, etc. Mais personne ne parle des Palestiniens. Il y a plus de 7000 prisonniers palestiniens. Je parle avant la guerre, maintenant ils sont plus, mais pendant la guerre, il y a 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes qui sont là juste parce ils se sont révoltés contre l'occupation. Ils sont là, mais il y en a beaucoup qui sont là aussi, ce qu'on appelle l'arrestation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler de l'arrestation administrative? C'est que, voilà, on arrête une personne sans passer par un tribunal, sans savoir pourquoi il est là. Et parmi eux, il y a Khaled Ajarrar, la grande chef de FPLP, ça fait 3 ans dans les prisons sans passer par un tribunal. Je ne sais pas, est-ce que c'est un autre... Ah, petite coupure. On ne sait pas, ça revient. On ne sait pas c'est un otage ou prisonnier, donc il faut utiliser le vocabulaire dans les deux côtés pour mieux voir les choses. C'est pas un kidnapping qui a été fait par. Je parle toujours de ce cas de Khaled Ajarrar. Ils sont venus chez elle, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la prison. Et vous avez vu dans quelle situation elle est sortie.
Et pareil, pour les prisonniers palestiniens qui sont arrêtés là et qui sont passés par la prison de Sadeh, regardez le viol, l'état de viol. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Israéliens qui l'ont dit. Et moi, j'ai écrit une fois sur Orient 21 en parlant de l'arrestation sur les soldats, qu'un jour, ces soldats-là, ils vont parler de l'atrocité qu'ils ont fait et qu'il y aura des cas de suicide, il y aura des associations comme Break le Sens après 2014 qui vont parler de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Là, regardez l'état des prisonniers palestiniens qui étaient libérés à Gaza, comment ils sont tous torturés. Ils sont sortis directement à l'hôpital. On voyait très bien les traces de sang et des cicatrices et tout ça. Jusqu'à présent, ils souffrent. Donc, si on veut parler de qu'ils étaient bien traités par rapport à ce que le Hamas ils ont fait pour les prisonniers israéliens quand ils étaient chez eux, je ne parle pas au moment de kidnapping, mais en faisant la comparaison, je ne crois pas que pendant la période de l'arrestation ou bien des prisons, ils ont eu de cas de viol ou bien de cas de maltraitance. Mais il faut voir les deux côtés. Bien Soyez sûr. pas juste dans le côté israélien et personne ne parle des Palestiniens. On est des êtres vivants. Ce qu'on veut, c'est juste vivre en paix et vivre dans un État indépendant. On est l'occupé, on n'est pas l'occupant. C'est tout. Le chat t'interroge sur le Hamas. Il y a notamment Florent qui te demande, et le Hamas dans ce désastre, alors là c'était au moment où tu parlais de la non-vie dans laquelle vous êtes plongé aujourd'hui, est-il en capacité d'aider? Est-ce qu'il organise la non-vie justement? Est-ce qu'il est soutenu? Est-ce qu'il est détesté? Est-ce qu'il est admis par la population? Comment la population gazaoui le voit et le conçoit? Est-ce un mal nécessaire ou un mal déjà là? Quel niveau de responsabilité du Hamas dans la destruction de Gaza selon la population? Ça fait beaucoup de questions, mais elles sont essentielles. Je peux répondre à cette question dans 5 minutes, parce que là j'ai un direct, je fais le direct et on revient à la discussion si vous voulez. Ah, mais il n'y a aucun problème, tu fais un direct avec qui? Le BFM. Oh, alors vas-y, sois bon, transmets le message et on t'attend tranquillement, d'accord? Merci. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc Rami va revenir. Je vais aller me chercher un petit café, si vous voulez bien, les amis. Je vous laisse discuter entre vous dans le chat. Vous pouvez aller voir Rami sur BFM. Comment réagit-on à Gaza? On est en direct avec un journaliste dans la bande de Gaza, Rami Abou Jamous. Merci beaucoup d'être avec nous. Désolé pour le retard parce que j'ai fait mon intervention. Ils m'ont dit restez avec nous parce qu'on va reprendre, on va me redonner la parole. J'ai attendu. Après, à la fin, ils m'ont dit merci, c'est bon comme ça. C'est pour ça que j'ai tardé. Donc, désolé pour le retard. Je t'en prie, Rami. Est-ce que tu as pu dire ce que tu avais envie de dire en quelques minutes ou pas? Oui. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir la parole comme les autres parce que les autres, ils avaient un aller-retour et surtout, on parle de Gaza et juste une petite voix de Gaza de quelques minutes et puis c'est des autres qui parlent qui sont pas de Gaza, mais c'est pas grave. C'est déjà bien de parler, de donner quelques minutes. Au moins, j'ai parlé de la voix de Gaza, là où je suis. Si jamais il te rappelle, nous on t'attend, on n'a pas de problème, on a le temps avec nous. Donc si BFM décide que c'est quand même important de t'écouter un peu plus, on sera ravis de patienter. Voilà. Je reviens sur les questions qui étaient posées par le chat concernant le Hamas. Si tu veux, je peux te les reformuler. Oui. Que fait le Hamas dans ce désastre? Est-il en capacité d'aider? Organise-t-il la non-vie dont tu parlais? Est-il soutenu, détesté, admis par la population? Est-ce un mal nécessaire ou un mal qui est déjà là? Non, mais c'est un mal en tout cas, mais est-ce que nécessaire ou pas? Bien sûr, il n'est pas nécessaire. Personne ne veut la guerre, personne ne veut la destruction totale, personne ne veut tout ce qu'on a vécu là, personne ne le veut, ni pour lui, ni pour quelqu'un d'autre. Est-ce que le Hamas, ils sont en train de faire quelque chose? Ils essayent, mais je ne crois pas qu'ils ont les possibilités de faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas de l'argent, l'aide humanitaire, ça passe par Israël.
Ils sont là, c'est vrai que le Hamas, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. C'est Israël qui décide de tout. Ils décident qu'est-ce qu'ils peuvent en faire entrer ou pas. Que ce soit Hamas qui est au pouvoir ou notre autorité, là, l'autorité palestinienne aussi, ils essayent de faire quelque chose, ils essayent d'intervenir. Netanyahou, il les empêche d'entrer à Gaza, d'intervenir à Gaza parce qu'il veut que le Hamas continue à gouverner Gaza, même s'il ne le dit pas, mais c'est son truc préféré d'avoir la division entre Hamas et Fatah, entre la Cisjordanie, entre Gaza. Et pour lui, moi je le considère je le compare toujours à un vampire. Il vit avec le son. Tant qu'il y a de la guerre, il est toujours là. Quand il n'y a pas de la guerre, bah, c'est sa carrière politique qui va sauter. Et donc, la présence du Hamas, c'est la meilleure épouvantail pour lui, pour dire qu'il y a toujours un danger à Gaza, alors que l'autorité palestinienne, ils ont proposé de venir, de reconstruire, d'aider la reconstruction. Et on sait très bien, on est toujours sous occupation, c'est eux qui décident. Et le Hamas, est-ce qu'ils sont aimés ou pas par la population? Est-ce que les gens, ils en veulent le Hamas ou pas? Bien sûr, il y a des gens qui en veulent le Hamas parce qu'ils considèrent que tout ce qui s'est passé, c'est à cause du Hamas. Mais la majorité des gens, ils pensent d'une façon très simple. C'est-à-dire, et moi, je donne toujours cet exemple-là, c'est de dire, vous êtes avec votre famille dans une maison, il y a quelqu'un, un voisin qui est venu, il a cassé la maison, il a tué vos frères, votre père et tout. Et après, on est toujours dans cette prison, et c'est devenu cette maison comme une prison. Un de tes frères, il a eu l'occasion de donner un coup de poing ou un couteau à ce voisin-là. Et ce voisin, tout de suite, il a réagi, il a tout détruit, il a tué tout le monde, et il restait plus personne. Est-ce que toi, tu en veux à ton frère qui a donné ce coup de couteau, ou est-ce que tu en veux à la personne qui a tout détruit et qui a tout tué autour de toi, ta famille, tes enfants et tout le monde? Et c'est ça, c'est ce qui exactement s'est passé. Le Hamas, ça fait partie de leur logique ou bien idéologie, c'est la résistance militaire. On est toujours sous occupation. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la résistance militaire, je crois plutôt à la résistance populaire. Mais c'est légitime en tant que sous occupation d'avoir la résistance militaire. Les Israéliens essaient trop fort de changer les termes, les terminologies en disant c'est des terroristes, c'est pas des combattants. Même les Israéliens eux-mêmes, il y a des Israéliens qui disent il y a l'ancien chef de sécurité israélien, quand tu as posé la question en disant si vous étiez palestinien, qu'est-ce que vous faites? Il a dit je vais me combattre jusqu'à la dernière minute. C'est nature humaine. Chacun peut-être en France, la majorité maintenant ils ont pas vécu l'occupation allemande et tout ça, donc ils savent pas ce que c'est une occupation. Ils savent pas que ça devient quelque chose de normal et de humain de résister à une occupation. Et après, c'est juste quand on a fait le 7 octobre, ils ont présenté le 7 octobre comme c'est le début de l'histoire, comme c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est pas du tout ça. Il y avait une occupation, il y avait des gens qui occupaient notre territoire, mais non seulement ils ont occupé, ils sont en train de décider tout dans notre vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment partir, se soigner et tout. On est dans une cage et on est surveillé, on est puni dans cette cage-là. Et c'est pour ça que même vous mettez un chat dans une cage et à chaque fois vous la torturez ou bien privez de manger, de boire, ce chat-là, quand il va trouver le moindre moment, il va vous attaquer. Et c'est un peu ça la réaction. Moi, je justifie pas ce qu'il a fait le Hamas le 7 octobre, mais j'ai dit c'est quelque chose de normal chez les occupations de se défendre contre cette occupation-là. Mais Rami, pardon de t'interrompre, tu as employé le terme populaire et je crois que c'était le sens des questions qui étaient posées. C'est là tu as donné ton point de vue, mais les Gazaouis ont-ils le temps de s'interroger sur cette question-là? C'est-à-dire est-ce que le Hamas continue, puisqu'il a été élu, est-ce qu'il continue à être populaire, ou est-ce que ce ne sont pas des questions qu'on se pose en temps d'occupation? Non, mais être populaire, c'est-à-dire si on va avoir des élections aujourd'hui, est-ce que le Hamas vont gagner les élections? Non, ils vont pas gagner les élections. Mais la base populaire du Hamas n'a pas changé. La base populaire du Hamas, elle est toujours là. Moi, je sais pas, je suis pas très
dans les statistiques, mais je crois qu'on est dans les 30 à 35% de la population qui vont voter pour le Hamas. Et en plus, là, on parle de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a des gens qui soutiennent toujours le Hamas parce que c'est le symbole de la résistance, parce qu'en Cisjordanie, ils sont en train de faire la même chose qu'à Gaza. Regardez ce qui se passe à Jenin, regardez ce qui se passe à Tulkarem, regardez ce qui se passe à Naplouse. Il n'y a pas le Hamas, hein. Il y a l'autorité palestinienne qui tend toujours la main pour la paix, et malgré ça, regardez ce qu'ils font les Israéliens. Annexer des territoires, faire des colonies, grandir les colonies, affaiblir l'autorité palestinienne. C'est en train de, il y a ce prétexte du Hamas, ça n'existe pas en disant que le Hamas qui gouverne en Cisjordanie. Ils font la même chose, ils font pire. La majorité des prisonniers qui vont être libérés, qui sont libérés, ils font partie de la Cisjordanie. C'est pas de Gaza. Et donc, c'est la mentalité d'occupation et occupé. Mais les gens, malheureusement, et surtout en France, ils n'ont pas cette perception-là d'occupant et occupé. Ils croient que c'est juste un État israélien, que c'est un État, et que nous, les Palestiniens, on veut finir les Israéliens, on veut prendre leur place, on veut prendre leur territoire. Pas du tout. On veut juste, nous, on a accepté les territoires de 67, c'est-à-dire on a accepté le partage de la Palestine, même pas, parce que le partage de la Palestine en 48, c'était beaucoup plus de territoire pour les Palestiniens qu'aujourd'hui. Mais on a même accepté les 20% de la Palestine historique, et malgré ça, Netanyahu, il ne veut pas faire la paix. Là, on parle de projet de Trump, là, il veut carrément un nettoyage ethnique, expulser la population de Gaza vers d'autres pays pour résoudre le problème. C'est exactement ça ce qu'ils veulent les Israéliens. C'est le Netanyahou, les vrais buts de la guerre, c'est ça. C'est faire fuir ce qui reste de 2,3 millions de personnes les survivants de ce génocide, et les faire sortir en disant ils ont choisi de sortir. Bien sûr, si on te tue, on casse ta maison, on te laisse plus rien, on te donne pas à manger, après on te dit oui, si tu veux partir, bah, c'est volontaire, tu peux partir. Mais bien sûr que tout ça, c'est forcé. Bien sûr, c'est le nettoyage ethnique. Et bien sûr, il y a des gens qui vont pas supporter tout ça. Il y en a d'autres ils ont un peu la patience ou bien la capacité de résister, de rester sur place. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité de résister, ils veulent partir. Et bien sûr, à la fin, on va dire oui, c'est pas un nettoyage ethnique, c'est une migration volontaire. C'est eux, ils ont choisi à faire ça. Et même maintenant, ce qu'il est en train de faire Netanyahou et Trump, moi je sais très bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment l'entourage de Trump, les proches de Netanyahou qui ont proposé ce genre de truc. Et c'est justement continuer ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis 48 et expulser la population palestinienne. Si ça marche très bien à Gaza, ça peut marcher en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, voilà, les habitants de la Cisjordanie, ils vont partir en Jordanie, comme les habitants de Gaza, ils ont pu partir en Jordanie, en Égypte. Et comme ça, voilà, la Palestine sera tout entière occupée par les Israéliens, et ça va s'appeler Israël de A à Z. Et nous, on va être des citoyens en Jordanie, ou bien en Égypte, ou ailleurs. Alors, Et c'est ça. excuse-moi, Rami, précisément, moi, j'ai appris ça confortablement, si je puis dire, en me réveillant. J'ai entendu à la radio, j'ai été sidéré, comme visiblement le monde entier l'est. Hein, visiblement, les déclarations des différentes capitales dans le monde, quand même, sont un peu sidérées. Toi, tu as appris ça comment, le plan Trump, c'est arrivé à tes oreilles, de quelle manière, à quel moment? Et qu'est-ce que tu as pensé d'entrée? Et ensuite, quelle analyse tu en fais? Mais d'abord, comment tu as appris ça? Ouais, moi, je l'ai appris aujourd'hui quand je suis arrivé à la maison de la presse parce que malheureusement, à la villa, j'ai pas de connexion Internet, donc j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé depuis que je suis rentré hier jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Je l'ai appris aujourd'hui quand je suis arrivé, j'ai ouvert Internet et j'ai vu mes amis journalistes, on a commencé à discuter. C'est le grand choc comment dire, ces propositions et comment un orgueilleux qui est en train de vendre d'acheter des territoires qui n'appartiennent pas à lui. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que j'étais choqué, mais je n'étais pas surpris parce que je sais très bien que Trump il est capable à tout faire. Il a regardé ce qu'il dit pour le Canada. Il veut annexer le Canada, le mec. Donc, je sais très bien cette façon de penser. Mais après, c'est plutôt comment on va passer à l'action. Et surtout, pour Trump, bien sûr, annexer le Canada, c'est pas quelque chose il va pas le faire au jour au lendemain, ou bien on ne va pas dire qu'il y a le terrain qui est un peu fertile ou préparé pour ça. Mais à Gaza, le terrain est fertile. On est dans la non-vie.
Et on ne sait pas combien de temps on peut fermer. Il suffit juste que ces 600 camions qu'on est en train de juste manger et de boire, que ça s'arrête et ça soit 200 camions par jour, on est mort. Et c'est pour ça que les gens, ils vont avoir peur pour leurs enfants, pour leur famille. Ils disent, OK, s'il y a une possibilité de partir, on va partir parce que je ne veux pas mourir. Et c'est ça ce qui est en train de jouer Netanyahu et Trump, c'est que là, ils ont préparé le terrain, c'est-à-dire une destruction totale. Il n'y a plus rien dans la bande de Gaza, plus rien, mais vraiment plus rien. Et il n'y a que les habitants qui sont toujours là. Et je répète, ce sont les survivants de ce génocide qui sont toujours là. Et maintenant, il faut se débarrasser de ces gens-là. Ben, on va les laisser dans cette prison, cassée, démolie, et on ne va plus faire rentrer rien du tout. Et voilà, et après, c'est à leur voix, à leur choix s'ils veulent partir et rester. Et c'est ça, c'est qu'il a profité de ce terrain fertile pour faire ce qu'il veut. Et c'est exactement ce comportement euh, de promoteur immobilier, qu'il a trouvé un immeuble qui est à moitié détruit, mais il y a des gens qui sont toujours dans cet immeuble-là, donc il a commencé à dire, OK, bah, ça va, si vous voulez rester, vous restez, mais ça va casser votre tête, vous allez être mort sous les décombres, etc. Et petit à petit, il amène une petite pelleteuse de creuser à droite et à gauche de ce bâtiment-là. Le bâtiment commence à écouler, les gens ils commencent à fuir, il dit, voilà, vous êtes sortis, c'est vous, moi j'ai rien fait, mais moi j'ai acheté ce bâtiment-là, je vais le refaire, je vais le reconstruire, mais pas pour vous. Vous, allez chercher ailleurs, je vais le reconstruire et faire de lui une côte d'Azur, mais ça ne sera pas pour vous. Et c'est exactement ça ce qui est en train de faire Trump. Et moi, je considère, bien sûr, c'est choquant ce qu'il a dit et tout, enfin, c'est le fantasme, mais il faut prendre ses propos vraiment au sérieux. Parce que c'est un mec qui peut faire très mal avec son orgueil, l'homme le plus fort du monde. Il s'est retiré des Nations Unies, des trucs humanitaires, de l'AI et tout. Donc, c'est le mec qui dit, voilà, c'est moi la loi, c'est moi qui fais ce que je veux. Peut-être il n'est pas quelqu'un qui veut faire la guerre, mais il l'a fait d'une autre façon, pire que les bombes. Parce que les bombes, ça se voit, il y a l'opinion publique qui peut bouger parce qu'on voit le son, les corps déchiquetés, mais la non-vie, on ne le voit pas, on la sent. Il faut venir sur place pour sentir la non-vie, pour sentir comment on vit aujourd'hui. On peut pas le filmer, on peut pas le décrire avec des mots, il faut venir sentir tout ça. Et ici, il va profiter à fond de ça pour continuer les vrais buts de cette guerre-là. Si évidemment on peut comprendre que des Gazaouis se disent bah, finalement je peux échapper à la guerre et à la misère, 80% du territoire, disais-tu tout à l'heure, a été détruit. Est-ce que tu penses vraiment que l'Égypte ou la Jordanie pourraient accepter ce nettoyage ethnique, comme tu l'as dit? Le Tchad parle de déportation. C'est massif, c'est 2 millions d'individus, d'hommes, de femmes, d'enfants. Est-ce que tu penses que l'Égypte et la Jordanie peuvent accepter, peuvent ne pas accepter? Dans quelle position ces deux pays sont aujourd'hui, d'après toi? Oui, mais si tu veux, on ne peut pas voir les choses comme ça. Ça ne va pas se passer au jour au lendemain avec 2 millions de personnes qui vont en train de faire la queue pour partir de Terminal Rafah pour atteindre à Sion Sinaï. Non, non. C'est un truc qui va se faire d'une façon fluide, si on peut dire ça. C'est-à-dire, au début, on va ouvrir le terminal Rafah. Après, on va dire pour les gens qui veulent partir, vous signez un papier, vous ne retournez plus. Si vous voulez partir ailleurs. Et bien sûr, là, il a proposé en Égypte, pour l'Égypte et pour la Jordanie, mais il y aura d'autres pays qui sont prêts à faire ça. Il a toujours la carotte, lui, parce qu'il sait très bien que la Jordanie et l'Égypte, ils vivent avec les pensions américaines, l'aide des Américains, que ce soit l'Arsenal ou bien aide financière. Et donc, voilà, la carotte, on ne donne plus, on arrête, et puis, on donne beaucoup plus d'argent. Voilà, je sais pas moi, les dettes de l'Égypte, ils sont à 30 milliards de dollars. On vous donne 170 milliards de dollars pour vous. On va donner 100 milliards de dollars pour les Palestiniens pour reconstruire les villages ou bien les villes où on va être là. Et petit à petit, ça peut se faire. Et ça peut se faire toujours avec le mot magique, humanitaire. Prenez-les, regardez, ils sont en train de crever de faim et ils sont en train de mourir, mais prenez-les, soyez un peu humains. Ça va se passer d'une façon fluide, entre guillemets, à cause du terrain qui est fertile. Et 2 millions de personnes pour l'Égypte, l'Égypte peut absorber les 2 millions de personnes facilement.
On parle de 140 millions de personnes d'habitation, 2 millions de plus. C'est pas comme la Jordanie. La Jordanie, c'est vraiment le trône du roi qui va être bougé parce qu'il y a toujours des comptes démographiques entre les Palestiniens, les Jordaniens. Donc lui, son trône, il est en danger. Et après, c'est toujours la carotte. Voilà, on te donne de l'argent. Les dettes c'est combien les dettes de la Jordanie? C'est 40 millions milliards. On vous donne 150 milliards. On donne 100 milliards pour les Palestiniens que tu vas accueillir. Et surtout, pour la Cisjordanie, la majorité des Cisjordaniens, ils ont un passeport jordanien. Il y a une grande partie de la Cisjordanie qui ont déjà un passeport jordanien. Donc, ils peuvent aller vivre en Jordanie sans se sentir qu'ils sont en train d'être partis ou pas. Et le truc que Netanyahu et Trump ils sont en train de le faire, c'est pas un truc au jour au lendemain. C'est un truc stratégique qui va prendre des années, mais si le terrain est toujours fertile, ça va continuer. Et le problème, c'est que même au niveau médiatique, on est en train de poser la question, est-ce qu'on peut reconstruire Gaza et évacuer les habitants de Gaza? On utilise le mot évacuer, on n'utilise pas le mot nettoyage ethnique. C'est un nettoyage ethnique qui est en train de se faire, mais on peut changer les termes. Et en changeant les termes et les vocabulaires, ça peut être plus facile pour les gens, pour l'accepter, déjà pour le comité international, pour les Palestiniens eux-mêmes. Quand on change les termes et tout ça, ça peut être absorbé et ça peut être faisable. Et ils sont forts à changer les termes, ils sont très forts. Regardez, un combattant de la liberté, ça devient un terroriste. Un occupé, ça devient un terroriste. Et tout le monde le dit. Le mouvement terroriste Hamas et les machins, tout le monde le dit. Et tout le monde, ils ont considéré que le Hamas est un territoire, une faction ou bien un groupe terroriste. Alors que le Hamas, il n'a jamais fait quoi que ce soit hors la Palestine. Je parle militairement. Rien du tout dans tout le monde. Et malgré ça, on l'a considéré comme un groupe terroriste. C'est juste parce qu'ils ont choisi la voie militaire comme voie pour résister contre l'occupation. C'est tout à fait, c'est exactement si vous dites aux habitants de Kiev, sortez de Kiev tous parce que Poutine il va faire de Kiev, je sais pas moi, une principauté Monaco. C'est exactement la même chose. Est-ce que... Mais quand il s'agit de la Palestine, tout le monde accepte. Mais quand il s'agit d'autres trucs, le monde dit non, le droit international, le droit humain, ça se fait pas, c'est pas faisable. Mais quand il s'agit de la Palestine, avec la propagande israélienne et surtout tout ce qui est médias et tout ça, et on change les termes et c'est bon. Déjà, on a changé le terme politique à humanitaire. Aujourd'hui, on parle de Gaza que de cas humanitaires. On parle d'aide humanitaire, on parle de soins humanitaires, on parle de largage humanitaire, on parle d'occupation humanitaire et évacuation humanitaire, nettoyage ethnique humanitaire. On utilise toujours ce mot magique qui peut tout faire juste parce qu'on a utilisé le mot humanitaire. Question du chat, est-ce que selon toi, une deuxième Nakba était déjà dans la tête de Netanyahou le 8 octobre? Est-ce que tu penses que c'était ça son but? Bien sûr, mais bien sûr, depuis c'était vraiment un grand cadeau pour Netanyahou. Moi, je l'ai dit le premier jour, j'étais invité sur les plateaux et tout ça. Depuis le premier jour, j'ai dit ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est Pearl Harbor, et après le Pearl Harbor, c'est la bombe atomique. Il n'y aura plus personne à Gaza. Et j'ai dit à tous mes amis, au début, surtout les journalistes, le premier jour, les mêmes heures, je dis on va se retrouver bientôt au Sinaï. Ils croyaient que je plaisantais. Mais c'est exactement ce que Netanyahou, depuis qu'il a pris le pouvoir, n'arrête pas de dire ça, qu'il faut faire transférer tous les Palestiniens et surtout à Gaza, maintenant c'est le moment ou jamais, mais tous les Palestiniens en général, il faut les transformer et transporter ou bien déporter. Et c'est ça, c'était le but. Et quand tout le monde me parlait de l'après-guerre, je dis cette guerre-là, c'est pas comme les autres guerres où chacun il va se retirer, il y a un échange des prisonniers, mais pas du tout. Ça va changer la géopolitique de tout le Proche-Orient. Mais moi, je suis sûr aussi que Netanyahou, il va pas être parmi le nouveau Proche-Orient. Je crois que Trump, là, il est en train de dire on va faire ça, mais c'est pas avec toi. On va pas le faire avec toi. Parce qu'un nouveau Proche-Orient, il faut que Netanyahou s'efface de la carte.
cette nuit, ces déclarations de Trump qui veut faire de la bande de Gaza une Riviera, je te sens fatigué là. On va bientôt arrêter, Rami. C'est On peut reprendre si tu veux. Je peux pas faire 5 minutes de pause parce que là, depuis ce matin, j'ai pas arrêté les directs et tout. Donc, si tu veux, je peux m'arrêter 10 minutes et puis on peut reprendre. Ou bien dans l'après-midi, on peut reprendre si tu veux. non, mais J'ai aucun problème. arrêtons-nous 5 minutes ou 10 minutes, même si tu veux. Il y a aucun souci. On t'attend. Non, non, mais on continue. Si c'est juste encore 10 minutes, c'est Bon, encore. encore 10 minutes. Voilà. Allez, on fait encore 10 minutes. Merci beaucoup. Et on est tous extrêmement touchés et bouleversés par ce que tu nous dis. Hier soir, tu te couches avec les perspectives dont tu nous parlais tout à l'heure. Et ce matin, il y a ça. Comment tu réagis? Non, mais Est-ce que tu penses que le peuple palestinien peut encore avoir sa destinée en main ou là, parce que quand Trump parle de vous, de la bande de Gaza, c'est de la marchandise, quoi. C'est rien. oui. Oui, justement, il parle c'est un business, il est en train de parler de business. Et nous, c'est de la marchandise. On va enlever la mauvaise marchandise, on va mettre une nouvelle marchandise dans un meilleur entrepôt. Mais le problème, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Déjà, avant lui, il y avait Belfort, c'était sa promesse, et puis il y avait le mandat britannique, et puis l'occupation israélienne, et on a résisté à tout ça. On appartient à cette terre, c'est à nous. On n'a pas de problème s'il y avait des Juifs qui sont venus vivre chez nous. Et justement, l'immigration juive était en Palestine et nous, on les a accueillis avec grand cœur. Pour nous, la Palestine, c'est pour tout le monde, c'est un territoire pour tout le monde. Mais ça soit pour les Palestiniens, que ce soit juifs, chrétiens, musulmans ou n'importe quelle autre religion, mais à la fin, il est palestinien. Et là, non, ils veulent nous expulser de cette terre-là et dire que le mot Palestine n'existe plus, le mot Palestine il n'existe plus, les Palestiniens n'existent plus, et il ne va pas réussir à le faire. C'est vrai qu'on va passer dans des conditions très difficiles, en conditions de vie horribles, des situations horribles, mais on a déjà vécu des massacres. On a vécu un massacre 24 heures sur 24, pendant 7 jours sur 7, devant les écrans de tout le monde, en direct, transmis en direct. Et malgré ça, on a soutenu, même tout le monde nous a abandonnés. Et pareil, là, pour Trump aussi, il peut faire ce qu'il veut, mais à la fin, c'est notre terre. Et l'injustice ne va pas durer. La justice, un jour, ça va régner. On va revoir notre État palestinien et notre territoire palestinien et on va faire avec les mains palestiniennes beaucoup mieux que la Côte d'Azur et beaucoup mieux que Singapour. Avec les mains des Palestiniens, avec les mains palestiniennes, on va reconstruire tout ça. Le chat te reprend un petit peu en te disant on ne peut pas dire ça, les Juifs au début du XXe siècle n'ont pas été accueillis les bras ouverts. Ils n'ont pas été accueillis. Je parle chez nous en tant que Palestiniens, on les a accueillis avec les mains ouvertes. Regardez tous les Juifs qui sont venus, même ceux qui sont devenus des Israéliens, ils ont tous dit qu'on était des Palestiniens, ils ont montré leur passeport palestinien et nous, on les a accueillis. Comment? Est-ce que nous, on a fait la guerre contre les Juifs? On n'a pas fait la guerre contre les Juifs. On a fait la guerre contre Israël, contre les Israéliens. Ils voulu prendre nos territoires et de créer un État d'Israël. On a fait la guerre. On a fait la guerre, c'est défendu contre les milices de Haganah et autres qu'ils ont été tués les gens dans les villages et les villes palestiniennes justement pour reprendre la fuite. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ces milices-là, elles sont devenues une armée officielle et nous, les descendants de ces réfugiés-là ou bien ces déplacés, on est en train de se redéplacer à nouveau. Mais nous, on est en train de payer ce qu'ils ont fait l'Europe des Juifs, mais pas nous. Nous, au contraire, on les a accueillis. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont choisi la Palestine, parce qu'on les a accueillis. Et il y avait des Juifs palestiniens, il y avait des Juifs palestiniens, même ceux pas qui sont venus immigrer ici, mais au contraire, ceux qui vivaient ici. Et regardez, Pérez, il a montré sa carte d'identité quand il était en Palestine. On s'est écrit carte de séjour en Palestine. Il est venu depuis, je sais pas, c'était Budapest, je crois, ou la Pologne ou un truc comme ça. Il est venu de Pologne, il a eu une carte de séjour chez nous.
Golda Meir, elle avait un passeport palestinien. Elle a dit, regardez, on était palestiniens, je suis Absolument. palestinienne, et j'avais un passeport palestinien. Ils pouvaient voir tout ça, ils peuvent le voir sur Internet, c'est pas moi qui l'invente. C'est des documents, tout était documenté, il fallait juste réviser un peu l'histoire. Et bien sûr, si on n'est pas dans une idéologie, si on est dans une idéologie, c'est pas la peine de voir l'histoire. Mais si on veut vraiment chercher la vérité, bah regardez, tout est maintenant, le monde est petit avec Internet. Vous pouvez voir comment ces gens-là, ils disent qu'on est des Palestiniens, on était des Palestiniens, mais il faut créer l'État d'Israël parce qu'on est des sionistes. C'est tout. Rami, justement, le monde est petit, il y a la guerre du vocabulaire dont tu parlais un instant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, les petits Français à l'autre bout d'Internet, de quoi enfin voilà, comment on peut vous aider? C'est juste laisser votre humanité parler. C'est juste rester humain. Ça n'a rien à amener un petit garçon de 9 ans, 10 ans, montrez-lui ce qui s'est passé, sans parler de tout le contexte en disant Israël, Palestine, machin. Montrez-lui ce qui s'est passé, il va vous dire mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des gens qui sont en train de tuer des gens de cette façon? C'est juste ça. Il ne faut pas oublier qu'on est sous occupation. C'est ça le problème. Je ne veux pas dire que vous êtes manipulé ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a toujours ces côtés idéologiques, ceux qui sont dans l'idéologie de sionisme, tout ça, pas tout le respect parce qu'ils le font très bien, ils font de la propagande comme il faut, ils sont trop forts à changer les normes et les vocabulaires et tout. Mais ceux qui ne sont pas dans cet état-là, il suffit juste de laisser leur humanité parler et de chercher un peu. Et le monde est petit. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je ne parle pas que ce qui s'est passé à Gaza, mais on peut commencer par ce qui s'est passé à Gaza, ce génocide, et faire marche arrière jusqu'au 48. Et regardez comment on a une population qui souffre depuis 70 ans, beaucoup plus que 70 ans, sous occupation. Et on est toujours sous occupation. Dire juste surposer ce qui se passe aujourd'hui en Palestine avec ce qui se passe en Ukraine. C'est quoi la différence? Les Israéliens, ils ont même réussi à nous comparer des Russes. Ils considèrent que nous, les Palestiniens, on est Russes et on est Poutine et on est en train d'occuper l'Ukraine qui est Israël. Ils étaient tellement forts et que les gens, ils ont accepté cette idée-là en croyant que nous, on est l'occupant, pas l'occupé. À chaque fois que Netanyahu il parle de ce qui se passe à Gaza, il dit c'est la même chose qui se fait vendre les Russes. C'est vraiment hors normal. Mais justement, je sais qu'en France, en Europe, il y a des gens, ils ont d'autres choses à faire, ils ont leurs propres problèmes et tout. Mais quand ils vont parler de cette question-là, ils s'intéressent à cette question, au moins qu'ils lisent un peu l'histoire. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi c'est qui l'occupé? C'est qui l'occupant? Est-ce qu'un occupant a le droit de vie et de se défendre et l'occupé n'a pas le droit de se défendre? C'est juste reformuler les normes et le vocabulaire pour comprendre ce qui se passe ici. C'est tout. Mon cher Rami, je voudrais vraiment du fond du cœur te remercier d'être venu Avec plaisir. une nouvelle fois. On avait prévu de faire une conversation hors de l'actualité, et puis il y a ce machin qui est arrivé cette nuit, qui vous tombe dessus, qui nous tombe dessus. Petite question d'Altoz, toute simple. Beaucoup de gens relaient des cagnottes en ligne sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens sur place, vous, les Palestiniens, vous arrivez à récupérer cet argent? Est-ce qu'il y a des cagnottes que tu conseilles? Est-ce que c'est pas ton problème? Parce qu'on avait un peu parlé de ces questions-là au mois de décembre, mais elles se posent à nouveau aujourd'hui. Il y a toujours des biens et des mauvais. Donc, pour les cagnottes, pareil. Il y a des cagnottes qui n'arrivent jamais à la population palestinienne. Il y a des cagnottes qui arrivent à la population palestinienne. Mais moi, je peux pas faire la distinction. Je peux Oui. faire la distinction, mais si je vais rentrer dans ce genre de truc pour dire il faut Bien sûr. tel ou tel, ça va être un peu compliqué. Mais laissez votre cœur parler. Il y a d'autres moyens de soutenir à part les cagnottes. Il y a 36 000 moyens. Et nous, on n'a pas besoin d'argent, des cagnottes. C'est vrai qu'en mort de faim, on a besoin d'argent, mais nous, on a besoin d'autres supports, besoin de parler de nous partout. Chacun, s'il peut parler à sa maman, à son frère, à son cousin, à son ami, à son fils, c'est beaucoup plus fort que l'argent.
on aura l'argent. On va pas mourir de tout. Mais le fait de parler de nous, de notre cause, de parler de ce qu'on vit, de notre question juste, c'est beaucoup plus fort que l'argent. C'est un soutien beaucoup plus fort. Parce que à force de parler avec ce genre de chaîne ou de relations, ça peut monter jusqu'au haut. Ça peut monter jusqu'à la présidence, le gouvernement, etc. Et ça peut changer la position de X ou Y ou de la France ou d'autres pays étrangers. Et quand on change de politique, on peut faire pression sur Israël. On peut faire pression sur Trump. Que là, j'ai appris que la France, ils ont condamné les propos de Trump, nettoyage ethnique, mais ça suffit pas, les mots. Il faut passer à l'action. Et c'est ça. C'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que les cagnottes, c'est plus fort que tout ça. Parce que nous, si on va avoir un État indépendant, nous, on est capable, on a tout ce qu'il faut pour reconstruire la Palestine. On a la richesse humaine, on est diplômé, on a des ingénieurs, des architectes, des intellectuels, on a tout ce qu'il faut pour une population, pour rendre notre ville ou bien notre pays riche et reconstruire à nouveau. Mais on veut le soutien pour arriver à notre indépendance. Merci Rami, te dit Hélène, merci Monsieur Rami, te dit Cyrano, merci Rami, te dit Altos, merci, te dit Loulou, merci beaucoup à lui pour son témoignage encore, te dit Trank, merci beaucoup cher Rami, c'était très instructif, courage au peuple palestinien, nous dit Twitcher, merci Rami, force, chance et courage à lui et à ses proches, merci beaucoup pour le temps pris et courage à vous, bravo monsieur pour votre engagement humaniste, merci de vos propos, Allah Ibarek Rami, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais je pense que c'est bien. Merci d'être venu ce matin. Conclusion, être humain avant tout. Merci Rami pour le témoignage. Tannez vos proches sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, on va vous défendre partout. Ils ne vont pas nous noyer notre cerveau comme ça. Merci en majuscule. Merci infiniment Rami, j'ai plus de mots. Merci, force et courage, merci beaucoup. Mille merci Rami, courage, merci pour cette parole. Force et respect, merci. Merci, je le sens. Je me sens encore plus éclairé après cette conversation. On en parle partout. Rami, merci et courage. Merci beaucoup, dit Pandanko. Merci Rami, dit Tête de G. Merci Rami, j'en peux plus d'entendre autant d'horreur. Force à toi, nous dit Magnum. Force camarade, nous dit Lydie. Bisous à Walid, nous dit Fabienne. C'est aussi notre job, nous dit Altos. Merci, nous dit Albert. Et voilà, on partage en modération. Merci Rami, etc., etc., etc. Je conseille aussi à celles et ceux qui nous écoutent qu'on peut offrir le livre de Rami. Moi, à Noël, j'en ai offert 5. C'est un livre magnifique, terrible, et on peut prolonger la lecture avec le journal de bord de Gaza, de Rami, qui est publié sur Orient 21. Je voulais vraiment te lire tous ces merci, il y en a encore plein. Quand tu auras le temps, tu pourras voir l'émission en replay sur YouTube ce soir à 18h, heure de Paris. Et voilà, bonjour à... Merci David, merci pour tout le monde, merci de m'avoir donné la parole, de laisser la voix d'un Palestinien qui parle depuis Gaza, depuis cet endroit que Netanyahou et Trump veulent le transformer en Côte d'Azur. Moi, je peux dire qu'on va le transformer en Côte d'Azur, mais avec les mains des Palestiniens. Et on va y arriver, c'est le bout de tunnel arrive et on ne va pas rester dans l'injustice à vie. La justice va régner et vous allez venir chez nous, à la Côte d'Azur. On a une plage superbe, vous allez adorer ça et ça va être un peu une rivalité pour la Côte d'Azur de la France. On va piquer beaucoup de touristes de votre côte à la côte palestinienne. C'est tout le mal que je vous souhaite, absolument Rami. Piquez-nous tous les touristes. Allez, permets-moi de t'embrasser. On ne se connaît pas, mais je te serre dans mes bras. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Et ben voilà les amis, c'était... Là, il vient de raccrocher. Voilà. Ah, je suis tout retourné. Bon, je vous propose qu'on se laisse. Qu'on se laisse là-dessus. On se retrouve demain pour parler de Mastodon. Alors évidemment, c'est un sujet beaucoup moins grave, mais c'est aussi de liberté dont on va parler. Merci à vous tous et à vous toutes. Bon, je m'envoie les crédits. Je les ai même pas. On s'en fout. Allez, on s'en fout. Ma chère Eurial,
ma chère Auriel, tu auras un petit peu de montage aujourd'hui. Je te propose que... Bon, on en parle tout à l'heure. Merci. Merci à vous tous. On se retrouve demain. Suivez-nous sur YouTube. On a besoin d'un peu plus de followers pour que ce genre de paroles passe un peu plus. Donc même si vous ne nous suivez pas sur YouTube, si vous ne nous regardez pas sur YouTube, suivez-nous. Ça peut être cool. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Attends, qu'est-ce que j'ai pas les... Ah si, je les ai les crédits. Tiens, les voilà. À demain les amis, merci beaucoup. Le replay c'est à 18h. C'est à 18h, n'hésitez pas. On va ramasser la pause. On va peut-être mettre le tout début de l'autre émission. Désolé pour les ponts techniques. On avait tout bien réglé avec Robin hier. J'avais même laissé le PC allumé en me disant je touche à rien. Puis finalement on n'avait pas le. Bon, on s'en fout. J'envoie les crédits. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. C'est avec vous. Et voilà. Et ça fait du bien de se sentir un peu moins con, quoi. Et un peu moins seul. Merci. J'envoie les crédits. Et ma chère Auriel, je te laisse raider avec qui tu veux. Il faut expliquer, il faut essayer de convaincre, et puis il faut en rester aux règles démocratiques qui fait que c'est l'élection qui compte. Et pas, la manifestation est utile pour se faire entendre, mais elle n'est pas un substitut au vote. Je vous demande d'être un peu solidaire avec votre peuple. Casque ou pas casque, bâton ou pas bâton, nous on n'en a pas. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Cette mission qui est collectivement la nôtre, qui est aussi celle de notre génération. Bâtir un nouveau contrat social du XXIe siècle. Vous tirez sur les gens, frère. Vous nous casez. Paris, c'est une blonde. Et les lacrymos qui nous sur la gueule. On marche. Ils nous tirent des bombes lacrymogènes depuis tout à l'heure. C'est comme une odeur de désordre. Une odeur de désordre et de poudre. Ça sent le bordel. Et pour être 500 devant nous, les 500 on va les pousser, pour être 1000, les 1000 on va les pousser pareil. Les peuples français, vous nous casez. Ils veulent chauffer les campagnards. J'ai honte de vous. Ce matin, les agriculteurs de Moselle ont utilisé du fumier pour manifester leur colère devant les bâtiments du département. Certains avaient déjà des gilets jaunes. C'est la solidarité pour eux. Le cap, il est bon, nous allons le tenir. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. D'extrême droite dans toute sa rédaction et son idéologie. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.